Pendant la vidéo, éventuellement, vous pouvez venir pendant la vidéo au début. Voilà. Je vous propose de prendre place. Nous allons commencer dans 1 minute ou 2. Est-ce qu'en ligne, c'est bon? C'est OK? Bon. Merci. Merci à tous d'être venus jusqu'à Port-Saint-Louis pour cette réunion. Je tenais d'abord à excuser Monsieur le maire qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir. Vous dire qu'il est quand même très attentif au projet de Barmar et à tous les projets industriels qui sont en cours sur la zone, notamment en termes de décarbonation. Vous dire par rapport au programme de Barmar qu'il se félicite surtout de votre collaboration avec les conchyliculteurs de Port-Saint-Louis, qui sont forcément inquiets par rapport aux travaux, mais bon, apparemment, vous les avez bien rassurés. Non, pas encore. Vu que peut-être qu'il y a les services de l'État dans la salle, un petit mot par rapport à toutes les problématiques de transport qu'on a sur la commune. Dire que, vu tous les projets, il est quand même nécessaire de travailler sur le transport routier, le transport ferroviaire, le transport fluvial et toute la mise aux normes de cette route que vous avez prise pour venir jusqu'ici, qui est quand même assez contraignante, notamment pour la population. Remercier Barmar pour l'organisation de cette réunion. Apparemment, il y a quand même un peu de monde, donc on ne peut que se féliciter de ça. Il y a pas mal d'intervenants qui apparemment sont assez bien. Gravity, GPMM, Picto, France Énergie, je ne vois pas le dernier, c'est monsieur. Voilà. Donc je pense qu'après cette réunion, on aura un peu plus d'informations sur le projet et toutes les conséquences. Donc merci à Barmar d'organiser, à la CNDP aussi, cette réunion. Puis je vais vous laisser la parole. Merci, monsieur l'adjoint. Merci beaucoup d'être présent ce soir à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je suis Jean Véra, je vais animer cette réunion, cette conférence débat qui se tient dans le cadre donc, de la concertation préalable du public sur le projet Barmar. Donc on est ensemble pour environ 2 heures, plus ou moins, selon les questions. De quoi va-t-on parler ce soir? Donc le principe déjà de ces conférences débat, c'est qu'on parle bien sûr du projet Barmar dans sa généralité, mais on essaie toujours de prendre le projet aussi par une de ses problématiques particulières. Et ce soir, on va parler notamment de l'effet du projet Barmar et de H2Med plus généralement. On va bientôt vous expliquer ce que c'est H2Med au niveau de la zone industrielle-portuaire de Fosberg. Donc d'abord, on commencera par une vidéo qui va vous présenter en 5 minutes le projet. François Dedieu vous présentera une vue d'ensemble du projet et ensuite on parlera plus précisément de l'écosystème hydrogène dans la ZIP de Fosberg. Il y aura un premier temps d'échange où vous pourrez prendre la parole. Puis ensuite, on donnera la parole aussi aux porteurs de projets pour nous expliquer un peu quelle est la place de l'hydrogène dans leur projet et pour un peu mettre en perspective Barmar dans le contexte local de Fosberg. Donc ce soir, pour vous présenter ce projet et puis pour donner un peu d'autres points de vue aussi, nous avons plusieurs intervenants que je vais inviter à se présenter. François Dedieu d'abord. Bonjour à tous, donc François Dedieu, le secrétaire général de la société Barmar qui porte le projet du même nom. Anaïque Juet-Jouen. Bonsoir à tout le monde. Donc moi je suis déléguée pour France Hydrogène sur la région sud en fait. Bonsoir, Nicolas Matt, secrétaire général de l'association Picto. Bonsoir à tous, Marc Lazaretto du Grand Port Maritime de Marseille. Je travaille à la direction du développement commercial et des solutions intermondiales, en charge plutôt des filières industrielles et je remplace Monsieur Costantino qui ne peut pas attendre venir présenter ce soir. Bonsoir à tous, Benjamin Perdreau, je suis directeur de l'ancrage territorial au sein de Gravity. Et donc Gravity, c'est un des nouveaux projets qui vont prendre place sur le môle central et qui vont faire appel à de l'hydrogène pour décarboner l'activité. Merci. Et j'ajoute qu'il y aura un dernier intervenant qui nous rejoindra en visio à partir de 20h, qui est Benoît Decour, qui représentera les projets d'Élise Énergie sur le territoire. Il y a un autre interlocuteur important dans cette concertation, c'est la Commission nationale du débat public, la CNDP, qui est représentée ce soir par 2 garants de la concertation, Madame Richard Ferruggi et Monsieur Bourissou.
Je vous laisse, vous avez un micro, peut-être faire quelques mots pour présenter la CNDP et puis lancer la réunion. Oui, bonsoir, merci. La CNDP, Commission nationale du débat public, est bien connue, je pense, par une majorité des personnes présentes dans cette salle, mais comme il y a aussi des gens en ligne, on va rappeler qu'on est l'autorité administrative indépendante, neutre vis-à-vis du projet, chargée de garantir le droit à l'information et à la participation du public, dès lors que ce projet est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. La CNDP, en commission plénière, c'était déjà en juillet de l'année dernière, a nommé 3 personnes pour garantir cette concertation. Audrey, Corinne Larue en ligne et moi-même. Et donc, nous accompagnons l'ensemble du processus. En amont, nous veillons au travers des enseignements de notre étude de contexte à faire des préconisations et des recommandations pour que les modalités de concertation soient adaptées aux enjeux et aussi aux attentes du public. Pendant la concertation, nous sommes présents sur l'ensemble des échanges pour veiller à ce qu'il y ait une qualité d'écoute, un respect mutuel et une prise en compte aussi, bien sûr, des questions et avis des participants. On est là aussi si on est interpellé pour répondre sur les sujets qui tiennent à la concertation. Et puis après, puisque c'est le plus important, comme vous le savez, nous avons 1 mois pour rendre un rapport qui est le bilan officiel de la concertation préalable, qui va à un moment donné, sur quelques pages de synthèse, compiler l'ensemble des arguments qui auront été échangés par le public avec le porteur du projet, avec aussi en vis-à-vis un tableau avec nos recommandations et nos demandes de précision, auxquelles se doit de répondre 2 mois plus tard au maximum le maître d'ouvrage. Voilà, je laisse Audrey peut-être préciser, de par le rôle qu'elle a dans le cadre de la concertation continue du débat territorial Fosbert, aussi quels étaient les enjeux pour nous de cette réunion. Merci Mathias. Effectivement, en tant que garant, on fait des recommandations pour les réunions. Et pour celle-ci, il y avait tout l'enjeu, quand on discute d'un projet, la concertation préalable, c'est sur l'opportunité d'un projet, de resituer le projet dans l'écosystème hydrogène plus large. Et c'est vrai que ce n'est pas cette question-là, c'était une question qui était l'année dernière au cœur du débat global. Donc on a pu là, dans les recommandations que l'on a faites, s'appuyer sur les demandes de précision aussi qui étaient venues à l'issue du débat global. Et on a fait vraiment des recommandations pour qu'interviennent au cours de cette réunion différentes personnes. Et voilà, pour apporter des informations complémentaires. Donc toute question est bienvenue. Ce n'est pas aujourd'hui une réunion dans le cadre de la concertation continue globale qui est portée par l'État. Mais évidemment, je ne suis là avec les 2 casquettes et je ne manquerai pas d'écouter et de relayer des questions qui devraient faire l'objet d'un traitement par l'État ou de réponse par l'État, qui est également présent, mais on n'est pas dans une réunion de la concertation continue globale. Je signale aussi la présence de Valérie Sakakini dans la salle, qui est garante pour la CNDP sur les 3 projets liés à l'hydrogène. J'arrive au bout du temps de parole, qui était dans le débat et qui était présent. Mais voilà, n'hésitez pas aussi. En tout cas, la CNDP, notre rôle est de veiller à votre droit à l'information et à l'expression. Et bien évidemment, ça pose la question d'insertion du projet par rapport aux perspectives globales, ce dont on va traiter tout de suite dans cette réunion. Merci. Merci beaucoup. Donc j'ajoute que la 3e garante, Madame Larue, est connectée en ligne et donc elle se fera la porte-parole des questions et aussi des prises de position que vous aurez en ligne. Donc si vous êtes en ligne, vous pouvez bien sûr poser vos questions ou émettre un avis par écrit dans le chat et c'est Madame Larue qui ensuite prendra les questions dans l'ordre qui correspond un peu à notre plan de la réunion pour les lire. Pour ceux qui sont dans la salle, on va laisser dérouler les réunions et ensuite je vous passerai la parole. Tout de suite, on va lancer la première partie où on va commencer par lancer la vidéo de présentation du projet qui dure environ 5 minutes et ensuite on passera la parole à la tribune. El hidrógeno es una pieza clave para la política energética europea. Permite abordar 3 desafíos a la vez: la descarbonización, la seguridad energética y la competitividad industrial, especialmente en un momento de inestabilidad global como el actual. Alors l'hydrogène renouvelable se produit par un procédé qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. On utilise de l'électricité renouvelable qui peut venir du solaire ou de l'éolien pour séparer une molécule d'eau en 2 composants, de l'oxygène d'un côté
et de l'hydrogène renouvelable de l'autre. Par l'utilisation et par la production d'hydrogène renouvelable, l'Europe va pouvoir remplacer de l'énergie fossile, devenir plus résiliente et se décarboner. Par exemple, pour fabriquer de l'acier, l'hydrogène vert renouvelable pourrait remplacer le charbon et réduire de 80 à 90% les émissions de CO2 de ce secteur d'activité. Barmar es una de las piezas clave del corredor H2Med. Es la interconexión más avanzada en el contexto de la Unión Europea. Hay unos objetivos de descarbonización muy importantes y el hidrógeno es la única alternativa viable para que se produzca esa descarbonización. Ce projet Barmar, c'est un défi technique et industriel pour nous. Nous allons poser une canalisation sous-marine, 1 mètre de diamètre sur 400 km. C'est la première fois qu'on va réaliser comme ça une canalisation de transport d'hydrogène à cette échelle. Et Barmar va ainsi poser les bases du réseau énergétique de demain pour l'Europe. Au niveau environnemental, la première étape du projet, c'est une étude géophysique. On va aller étudier les fonds marins, chaque mètre carré du fond marin, pour analyser les sédiments, identifier les habitats sensibles et ainsi pouvoir limiter l'impact du projet sur l'écosystème marin. Pour installer une telle canalisation, nous allons amener des tubes sur un bateau de pose, c'est un grand bateau de 250 mètres de long environ, sur lequel les tubes vont être soudés les uns aux autres, puis on va les laisser descendre et se poser au fond de la mer. Pour cela, on va les guider de manière très précise. Et on va avancer ainsi à une vitesse de 2 km par jour à peu près. Ça dépend un peu de l'environnement. L'objectif est clair, c'est permettre son intégration dans l'environnement et permettre que les activités économiques, la pêche notamment, puissent continuer. Avant d'arriver à terre, nous allons passer par un micro-tunnel. Ainsi, la canalisation sera complètement enterrée sans perturber l'arrivée sur le rivage. En résumé, c'est sûr, invisible et parfaitement contrôlé. Alors ce projet, Barmar, représente une opportunité économique très importante pour la France. Il va acheminer jusqu'à 2 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans la zone de Fos-sur-Mer. Ça va également soutenir la décarbonation d'industries existantes qui emploient des milliers de personnes, que ce soit dans le raffinage, la chimie ou même la production d'acier. Donc finalement, le projet Barmar agit comme un accélérateur pour la compétitivité de la région. El desarrollo de la economía del hidrógeno verde representa una gran oportunidad para España y que fomentará tanto la competitividad como la creación de un empleo de calidad en el territorio nacional. Además, esto no solo va a suponer un desarrollo en el frente económico, sino también social en todos los territorios en los que el proyecto se desarrolla. Para ello se ha creado una empresa que lo desarrolle y hay equipos ya en marcha para este objetivo. De manera que en el 2032 se prevé que para el 2032 pueda estar en servicio. Barmar representa mucho más que un ducto submarino, representa una visión europea compartida, común y de futuro. Ensemble, nous allons construire le réseau de demain pour une Europe plus résiliente et souveraine sur le plan énergétique. La economía del hidrógeno verde acelerará el crecimiento industrial y la generación de empleo de calidad en España, posicionando al territorio nacional como un hub europeo del hidrógeno renovable. Barmar, c'est aussi une opportunité économique pour la France et à long terme, la France peut être au cœur d'un système d'énergie décarboné. François, c'est à vous pour Alors, le projet. Bonjour à tous, je vais me lever, ce sera quand même plus pratique. Ah, j'ai perdu le son, c'est bon, merci. Quelques mots pour compléter, voilà, la vidéo résume déjà bien le projet. Peut-être pour rappeler deux éléments qui sont importants, c'est d'abord qui est la société Barmar, qui est le porteur de projet. Effectivement, cette société qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an et qui est maintenant comporte une équipe dédiée. Elle est la joint venture, en fait, c'est une co-entreprise franco-espagnole, 50% espagnole, 50% française, portée par des acteurs industriels du gaz naturel à la base, donc des 3 entreprises déjà bien connues, Enagaz en Espagne qui exploite le réseau de transport de gaz espagnol,
et Natran et Terega en France, qui sont aussi les 2 opérateurs du réseau de transport de gaz français. Donc ces 3 acteurs se sont liés et ont créé cette entreprise commune pour le développement de ce projet. Donc c'est des acteurs qui sont à la fois expérimentés et qui vont mettre leurs compétences pour le développement de ce projet. Au-delà du qui, c'est le pourquoi, et c'est aussi une des questions qui va beaucoup revenir dans le débat de ce soir. Ce projet, il émerge parce qu'il y a un flux naturel qui va se créer entre l'Espagne, en tout cas entre la péninsule ibérique, et la France pour aller rejoindre l'Allemagne, flux qui dépendent finalement de la capacité de l'Espagne à produire massivement des énergies renouvelables, le transformer en hydrogène renouvelable et l'exporter vers la France puis vers l'Allemagne. C'est la raison d'être finalement de ce projet, la raison d'être de finalement récupérer cet excédent d'hydrogène renouvelable qui sera produit en Espagne et en faire bénéficier le reste de l'Europe pour permettre à l'industrie d'avoir une énergie plus compétitive que ce qu'elle pourrait trouver avec une production locale et notamment grâce au reste du corridor, puisqu'en fait Barmar, c'est un projet certes entre Barcelone et Marseille, mais c'est surtout un segment clé d'un corridor européen un peu plus large que ça, qui s'appelle H2Med, d'où le logo que vous avez vu, et qui part du Portugal pour aller jusqu'à l'Allemagne et acheminer finalement l'hydrogène de la péninsule ibérique jusqu'à l'industrie allemande. Donc voilà, c'était les 2 points qui me paraissaient importants. Vous avez un peu plus de détails sur effectivement la situation du projet au sein de ce corridor européen. Et puis si on regarde un petit peu plus localement pour pouvoir rentrer dans le débat de ce soir qui est sur la zone industrielle au portuaire de Fosberg, on voit clairement que le projet, en arrivant à Fos, va être un point de jonction. C'est-à-dire qu'on va venir se connecter à 3 infrastructures en projet. Une qui part vers le nord, qui s'appelle Aifen, et qui va permettre de desservir à la fois la vallée de la chimie et aussi l'industrie allemande. Une plus locale, Inframed, dont l'objectif est de desservir la zone industrielle au portuaire. Et puis vers l'ouest, 2 réseaux qui s'appellent Midi et ASO qui connecteront les bassins industriels en Occitanie et les projets de production qui s'y trouvent également. Donc c'est vraiment le nœud de jonction. Finalement, le projet Barmar arrive sur ce nœud de jonction. Et c'est pour ça que la zone de Fosberg est un lieu idéal pour pouvoir avoir pas mal de synergies. Et c'est ce qu'on va évoquer ce soir. Merci. Alors tout de suite, on va passer la parole. Donc on voulait solliciter certains des experts en énergie et notamment en hydrogène du territoire. Donc on va commencer avec la représentante de France Hydrogène dans la région, Madame Juliette Jouen. Rebonsoir à tous. Donc je vais revenir en fait sur quelques ordres de grandeur, mais sachant que c'est dans la continuité de ce qui a été dit juste avant. Je vais repartir du besoin d'hydrogène en fait, parce qu'avant de parler d'infrastructure, on parle d'abord d'hydrogène décarboné. C'est, comme ça a été expliqué, un levier de décarbonation en France et en Europe. Donc il y a des projets à venir, mais il y a déjà une utilisation en fait, d'hydrogène dans un certain nombre d'industries. Aujourd'hui, cet hydrogène, il est dit gris parce qu'il est carboné. Donc c'est à peu près 99% de l'hydrogène aujourd'hui qui est utilisé en Europe et en France dans des industries telles que la fabrication des engrais, les raffineries et la chimie qui utilisent de l'hydrogène. Nord de grandeur, c'est à peu près 7 à 8 millions de tonnes d'hydrogène, donc ça fait beaucoup. En France, c'est à peu près 1 million de tonnes et on arrivera sur la zone de Fos qui représente à peu près 100 000 tonnes par an. Et le tout, pour situer l'ordre de grandeur, c'est uniquement avec cette utilisation d'hydrogène gris, à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre en France. Voilà. Donc l'hydrogène, en fait, ce n'est pas nouveau, sauf qu'aujourd'hui, celui qu'on utilise, il est gris. Ensuite, il y a des besoins complémentaires qui vont arriver, toujours dans la logique de décarbonation, dans le domaine de la décarbonation de l'aérien et de maritime. Donc là, on va créer des projets nouveaux pour produire de l'hydrogène décarboné. Dans la production de l'acier, ça a été dit, il y a une façon aussi différente de produire de l'acier en décarbonant donc une industrie existante, mais qui utilise aujourd'hui d'autres procédés sans hydrogène, mais qui sont carbonés. Et ensuite, dans le domaine de la mobilité terrestre lourde, donc quand on a besoin de forte puissance ou d'intensité importante, ça veut dire quand il y a des usages continus qu'il faut recharger très régulièrement et qu'on doit recharger vite.
Donc quand on regarde ces besoins complémentaires, et donc ce sont des estimations, des prévisions, on arrive à un besoin estimé à x4 en fait, par rapport à l'utilisation de l'hydrogène gris aujourd'hui à horizon 2050. Voilà, donc le besoin en hydrogène bas carbone, décarboné, il existe, il devrait croître en France et en Espagne. Et donc les enjeux d'infrastructure, à quoi répondent-ils? À un besoin de maîtriser notre approvisionnement. Il y a des productions qui vont se faire localement, à Fos et ailleurs. Mais on aura aussi besoin d'élargir en fait, les sources d'approvisionnement pour maîtriser aussi la compétitivité et les coûts. Et le but, c'est aussi de créer de la valeur économique et des emplois au profit de nos territoires. Donc juste pour resituer, les emplois de l'industrie, ça représente en emplois directs à peu près 10% des emplois en France. Et quand on y associe les emplois indirects, c'est entre 20 et 30% des emplois en France. Voilà, c'est juste pour situer l'ordre de grandeur pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur le fait de préserver, de développer l'industrie. C'est parce que l'enjeu économique et en emploi est important. La planification des infrastructures de transport d'hydrogène, elle est donc essentielle pour la compétitivité et l'approvisionnement des acteurs de la filière. Donc on a déjà des choses qui existent. Aujourd'hui, il y a 300 km de réseau hydrogène intra-hub qui sont déjà en service en France. Intra-hub, c'est qu'il y a des nœuds de production. Et donc, du coup, le but, c'est de faire des liens entre ces différents nœuds. Et quand on regarde la totalité des projets, donc ça n'existe pas encore, mais c'est des projets, on arrive à peu près 2400 km de pipeline hydrogène qui pourraient se faire en France dans les années à venir. Donc le but, c'est de connecter des zones de production aux centres de consommation, parce qu'on ne produit pas toujours là où on consomme, de façon à créer, donc ça a été dit juste avant, un corridor stratégique du réseau européen d'hydrogène décarboné. Donc l'enjeu, c'est à la fois d'importer, c'est ce qui a été dit, mais aussi potentiellement d'exporter. Il y a des projets locaux qui vont aussi produire de l'hydrogène décarboné, d'alimenter aussi des lieux de stockage et donc globalement de sécuriser l'approvisionnement, la compétitivité, même de contribuer aux flexibilités du réseau. Les infrastructures, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'on dit aujourd'hui, la filière hydrogène, il y a encore des choses en devenir. Les infrastructures, ça se conçoit et ça s'anticipe en fait pour préparer le long terme. Et donc, petit à petit, on organise ce marché, ces infrastructures, avec l'Europe. Donc, il y a une planification qui se met en place et qui a créé en fait une entité qui s'appelle l'ENO. Donc, pour faire court, en fait, c'est une entité qui va coordonner les différents organes de régulation de l'hydrogène. Voilà, de façon à ce qu'on soit maillé au niveau européen entre ces différentes entités. Merci. Monsieur Matt, maintenant pour l'association Picto, que vous pouvez peut-être aussi présenter au préalable pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, alors merci, bonsoir, merci pour l'invitation à témoigner justement dans le cadre de ce projet Barmar. Donc côté Picto, donc, on est une association qui rassemble des industriels, l'autorité portuaire, des collectivités au niveau du territoire. Notre objectif, c'est d'animer une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire une démarche d'écologie industrielle et territoriale? C'est notamment établir des synergies entre nos acteurs qui travaillent ensemble sur des sujets autour de l'économie circulaire, de la décarbonation. Et vous l'aurez compris, dans la décarbonation, l'hydrogène est un des leviers intéressants pour nos plaques industrielles-portuaires. Alors pourquoi? Parce que sur ce territoire, si là, cette fois, on zoome davantage sur ce territoire dit de Fosberg, qui est donc situé dans le sud-est de la France, c'est un des territoires les plus émetteurs de gaz à effet de serre, notamment de CO2, en France, au même titre que des territoires comme Dunkerque, comme Le Havre, comme Nantes-Saint-Nazaire, là où se concentrent, sans surprise, des activités de transformation et de consommation énergétique très très importantes. Donc sur ce territoire ici, vous avez, on va dire, une mixité d'activités industrielles dans les domaines de la sidérurgie, de la chimie, de la pétrochimie, de la production énergétique, du traitement des déchets, de l'aéronautique. Tout ça fait une photo in fine d'environ 18 à 19 millions de tonnes de CO2 émises chaque année. Donc c'est beaucoup, ne serait-ce que par l'écosystème industriel. Pour ce faire, on a travaillé et on travaille encore actuellement avec nos partenaires, dont Cap Énergie, Novachim, le port, la métropole et la région, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Sirius. Donc on travaille sur un programme de décarbonation qui vise à établir plusieurs choses. D'une part, une stratégie de décarbonation qui peut se décliner en plusieurs scénarios. Ces différents scénarios, à un moment, qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné?
c'est que on a une chance, c'est le fait qu'on dispose de différents leviers de décarbonation pour ce territoire, pour en arriver, passer de 18 millions de tonnes à quasiment la neutralité carbone en 2050. Donc c'est bien, on a plusieurs leviers. Parmi ces leviers, on a notamment l'hydrogène. Par contre, ce que ça nous demande, c'est de nous challenger très fortement sur la mise en œuvre et la temporalité de mise en œuvre justement de ces solutions de décarbonation, avec, Anaïk l'a dit, une augmentation assez significative de la consommation d'hydrogène dans les années à venir, eu égard aux besoins des activités de nos industriels et des porteurs de projets nouveaux aussi, qui auront besoin de ce vecteur énergétique. Alors là-dessus, je veux insister sur le fait que ce vecteur énergétique, il est très connu au niveau de ce territoire. Il est utilisé, il est produit, il est consommé, il est purifié, il est comprimé, il est transporté, il est stocké depuis des dizaines d'années déjà au niveau de ce territoire. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. J'en veux pour preuve, je vous ai mis quelques éléments qui illustrent cela. Vous êtes peut-être pour certains venus de Marseille, pour d'autres venus de la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous avez longé en venant toute une série de sites industriels qui coproduisent beaucoup d'hydrogène. Quand je parle de beaucoup, c'est des milliers de tonnes chaque année, qui en transforment aussi chaque année. Donc vous avez des acteurs dans la chlorochimie qui sont déjà très habitués à ce vecteur énergétique. Vous avez également des acteurs qui préparent ce que pourrait être l'utilisation dans leurs assets, dans leurs équipements industriels, d'une double combustion entre du gaz naturel et de l'hydrogène. Donc ça, ce ne sont pas des projets sur des PowerPoint, hein, ce sont des projets qui sont en train de se mettre en œuvre. La semaine dernière, la photo qui est au milieu, au centre, c'est une photo prise de la semaine dernière. Donc vous voyez, les turbines, elles sont en train d'être posées ou reposées. Et puis vous avez des grands sites de raffinage qui sont aussi en train d'envisager des projets pour se décarboner, puisqu'ils utilisent aujourd'hui beaucoup d'hydrogène, notamment de l'hydrogène gris, issu de gaz naturel ou de leurs procédés. Donc, au niveau de ce territoire, on a une chance, et notamment à travers ce projet Barmar, c'est celui de constituer progressivement un écosystème industriel-portuaire qui peut devenir véritablement un hub hydrogène, comme il en existera, vous l'avez vu dans l'introduction de François Dedieu tout à l'heure, plusieurs à l'échelle européenne. Et si on prend l'image d'une autoroute finalement qui va traverser nos différents pays en Europe, finalement on pourrait avoir un échangeur très très important à l'échelle de ce territoire de Fosberg qui combinera à la fois de la production, encore une fois, de la consommation, du stockage et de l'utilisation bien évidemment dans différents domaines d'activité. Et pour ce faire, il nous faut donc une diversification à la fois et une complémentarité, bien insister là-dessus, entre les projets, entre les sources, puisque les sources d'hydrogène peuvent être très diverses, et on pourra en reparler ce soir si vous le souhaitez, et les infrastructures qui sont associées à la fois en termes de transport et de stockage. Merci beaucoup. On va bientôt vous passer la parole pour les premières questions. Moi, j'aurais juste une question avant pour M. Lazaretto du Grand Port de Marseille. Derrière ces projets, il y a toute une dimension aussi économique et il y a une dimension de compétition. On dit souvent que les grands ports industriels sont en compétition à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Il y a différents leviers, il y a différents critères pour attirer les investisseurs. Il y a le foncier, il y a la logistique, il y a la disponibilité d'énergie, de matières premières aussi, donc d'hydrogène. Que vous font remonter les investisseurs ou les industriels présents sur le site en matière d'attente pour l'hydrogène en particulier? Quel est le message que vous font passer vos industriels actuels ou futurs? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Il faut rappeler les atouts essentiels et je pense qu'un des premiers facteurs d'attrait de la zone industrielle portuaire de Fos, ce sont ces infrastructures portuaires. Le foncier disponible, en effet, attire les entreprises, mais les infrastructures portuaires leur permettent de s'installer et d'intégrer des chaînes logistiques mondiales qui leur permettent d'atteindre des marchés de façon compétitive et performante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut peut-être rappeler ou que certains découvriront, c'est que le port de Marseille-Fos, c'est un port d'énergie. C'est le premier port de Méditerranée, troisième port européen d'énergie. Et la filière hydrogène, du coup,
tout naturellement, s'inscrit dans la transition écologique à laquelle on participe et s'inscrit dans le développement du port. Après, aujourd'hui, nous accueillons de nouveaux projets industriels qui reposent, dont le process repose sur l'hydrogène. Ils viennent et ils attendent pour venir chez nous une visibilité dans le temps, une continuité d'action et un accompagnement. Cet accompagnement, il est permis grâce à un écosystème assez solide dont Nicolas Matt a tracé les grandes lignes avec Picto, mais il n'y a pas que ça. Et, il y a par exemple aussi un autre levier qui est le projet partenarial d'aménagement. Et tout ceci converge vers le développement de nouvelles industries bas carbone qui reposent sur l'hydrogène et qui viennent s'implanter sur le foncier dont on dispose. Enfin, je pense que ce qui est très important pour les porteurs de projets, c'est de disposer d'un cadre sécurisé et autant que possible dérisquer les projets. Et ça passe par des procédures lisibles. Et en ce qui nous concerne, nous, au port, aménageurs de terrain, de présenter des terrains dits clés en main, facilitant une prise de décision d'investissement finale la plus claire possible. Merci. Il y a une notion que l'on a souvent retrouvée dans les différentes présentations, c'est la notion de hub hydrogène. Alors le hub en énergie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le hub hydrogène, c'est quelque chose qui est aussi apparu dans la stratégie nationale hydrogène qui a été réactualisée en 2025. Alors je ne vais pas vous demander, Madame Juet-Joen, de nous faire tout le résumé de la stratégie nationale en quelques minutes, mais par contre sur cette notion spécifique de hub, qui n'est pas forcément très connue du grand public, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'État et puis peut-être les acteurs de l'hydrogène entendent derrière cette notion de hub hydrogène? Alors, juste pour rappeler, il y a deux grands outils en fait, qui sont les outils de l'État, donc pour planifier et organiser tout ce développement de la filière hydrogène. Donc il y a la stratégie nationale hydrogène qui a été réactualisée donc en mars 2025 de mémoire, donc qui refixe ces grandes lignes et les orientations qui ont été définies dans le cadre de cette stratégie ont été reprises dans la PPE 3, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est juste pour rappeler ces grands outils de l'État. En fait, quand on démarre quelque chose, au départ, il y a des projets qui sont un petit peu isolés. Voilà. Le hub, en fait, c'est quelque chose qui est plus concentré, où on commence à avoir un certain nombre d'outils de production, d'infrastructures, de stockage. Et le but de ces infrastructures, après, c'est de relier ces hubs. Donc les hubs, il n'y en a pas partout. Donc, quand on parle de FOSS, c'est assez évident parce qu'il y a une concentration de projets et de structures énergétiques. On parle aussi assez facilement de Dunkerque. Il y en a quelques autres en France. Voilà. Mais le but, c'est vraiment petit à petit de mailler et donc de partir de ces gros points de concentration en fait, sur lesquels il y a un certain nombre de projets. Merci. On va maintenant passer la parole à la salle pour les questions ou bien sûr aux personnes qui sont à distance. Donc si vous avez des questions, vous levez la main, je viens vous passer le micro. Pensez aussi à indiquer si vous représentez une association ou une fédération ou n'importe quelle organisation. Pensez à le préciser aussi, ça permettra un peu de mieux comprendre l'objet de votre question. Je vois tout de suite que monsieur a levé la main, je viens vers vous. Et je précise aussi que ça peut être des questions ou ça peut être aussi des expressions d'avis. Allez-y. Bonsoir, Jean-Laurent Lucchesi, vous me connaissez, collectif THT 1330. J'ai des questions de compréhension, tout d'abord sur l'hydrogène. Donc, si j'ai bien compris, Barmar va être alimenté exclusivement avec de l'hydrogène produit en Espagne et donc va permettre de remonter vers l'Allemagne. Où en est la production d'hydrogène en Espagne, hein, sachant que je sais que la production d'hydrogène sur des tonnages importants en Suède et en Chine rame bien même, dans des conditions qui sont meilleures. Donc, première question. Deuxième question, toujours pour l'hydrogène, c'est la question du prix. Dans la concertation continue, on a rencontré les producteurs d'hydrogène, mais on a rencontré aussi les consommateurs d'hydrogène comme Mercigaglia. Et j'oserais dire, ils n'ont pas un enthousiasme fou pour utiliser des produits issus de l'hydrogène vert parce que le prix serait de 25 à 30% plus cher, d'après eux, que l'hydrogène gris. Donc, avant de vous poser des questions plus
concrète sur l'installation, la structure, c'est où en est la production d'hydrogène en Espagne, en Europe en particulier, et en Europe aussi, et le prix de l'hydrogène vert par rapport au prix de l'hydrogène gris. Merci beaucoup. Et en effet, comme vous le dites, si vous avez des questions aussi plus sur la technique du projet ou les aspects environnementaux, bien sûr, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le centre, le point focal, ce sont les aspects industriels. On peut aussi bien sûr répondre sur les autres aspects et on aura même quelques diapos en réserve. Peut-être François Dedieu pour donner quelques premiers éléments de réponse à la fois sur l'état de la production en Espagne et sur le prix. Et puis peut-être que Mme Juet-Joine, vous pourrez aussi répondre sur ces éléments. Allez-y. Alors peut-être sur la production, on en est au début, je suis d'accord, sur la production d'hydrogène vert. Alors déjà, un premier élément, vous l'avez dit, et c'est peut-être pas aussi très clair dans l'exposé, c'est bien une canalisation à sens unique. C'est-à-dire qu'on va partir de l'Espagne pour remonter vers le reste de l'Europe. Aujourd'hui, et un peu comme partout dans le monde, hein, la filière est en construction. Il y a une dynamique en Espagne qui est quand même un peu plus rapide qu'en France. Je vous donnerai quand même juste quelques chiffres. Il y a eu 300 mégawatts de décisions d'investissement dans les derniers mois. Sur des projets en Espagne. En tout début d'année, il y a eu 200 mégawatts d'annonces supplémentaires. Donc il y a une dynamique effectivement de projets qui se démarrent. J'entends décision d'investissement parce que finalement c'est vraiment la clé pour lancer la construction et la mise en service suit dans les 3 à 4 années qui suivent. Nous, on est un projet qui va dans la durée, c'est-à-dire que la date de mise en service est prévue pour 2032. Mais c'est pour une durée d'exploitation bien supérieure à 40 ans. C'est-à-dire on sait que dès le démarrage, on n'aura pas tout de suite un afflux de 2 millions de tonnes qui est la capacité maximale. Il va y avoir une montée en régime progressive et qui se fera au fur et à mesure que l'hydrogène va gagner, notamment en compétitivité. Et ça fait le lien avec votre deuxième question, qui est le coût. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de parité entre le coût de l'hydrogène gris et le coût de l'hydrogène renouvelable. L'Espagne est moins chère, et parmi en tout cas les plus compétitifs, les zones les plus compétitives en Europe. Je vais prendre un chiffre pour l'exprimer. C'est la Banque européenne de l'hydrogène qui a finalement qui soutient certains projets et qui fait des enchères. Donc finalement, le principe d'une enchère, c'est le projet, chaque projet finalement propose un complément de prix. Et dans ces enchères, on a une sorte de comparatif des coûts de production dans les différents pays. Et je crois que les derniers chiffres qui ont été publiés il y a quelques semaines annoncent un prix de production d'hydrogène en Espagne de l'ordre de un petit peu moins de 6 € le kilo pour une moyenne européenne qui est à plus de 7. Donc on voit qu'il y a déjà une compétitivité qui est un petit peu meilleure en Espagne aujourd'hui et qui va encore s'améliorer. On n'est pas encore au prix d'équilibre de l'hydrogène gris. Pour ça, il faudra de l'expérience. Il faudra des projets, il faudra apprendre. Et plus on aura de projets, mais je pense que Anaïk pourra compléter, plus avec cette expérience-là, on va pouvoir faire baisser les coûts. Mais il y a quand même des fondamentaux, puisque l'hydrogène vert, c'est avant tout la transformation d'électricité en gaz. Et pour ça, il faut que l'électricité soit compétitive, de l'électricité renouvelable. Et une des meilleures zones pour le faire en Europe, c'est des zones très ensoleillées et qui bénéficient de beaucoup de vent. Et pour ça, effectivement, la péninsule ibérique est quand même tout à fait indiquée. Je ne sais pas si Anaïk peut compléter. Je peux juste compléter. En fait, oui, à court terme maintenant, si on compare l'hydrogène gris et l'hydrogène décarboné, l'hydrogène gris est moins cher, mais il est carboné. Donc à court terme, le gros sujet, c'est qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, et puis comment est-ce qu'on reste compétitif par rapport à des choix qui sont faits dans les différentes régions du monde qui sont différents. Le point clé, c'est le prix de la tonne de carbone. Tant que le prix de la tonne de carbone n'est pas plus élevé, il n'y a pas de différentiel. Donc la première question, c'est on se compare par rapport à quoi? Donc si on se compare par rapport à une tonne de carbone qui est basse et puis par rapport à l'hydrogène gris, globalement aujourd'hui l'hydrogène gris, mais il est carboné. Si on regarde un petit peu plus loin dans le temps, globalement le réchauffement climatique il s'accélère, donc on voit bien que le coût du réchauffement climatique a un coût aussi qui pèse sur l'ensemble des activités. Et puis le deuxième sujet, c'est si on veut rester carboné ou est-ce qu'on veut décarboner. Donc l'enjeu des soutiens européens et français, notamment publics, pour essayer de protéger les industriels qui feraient le choix de prendre du décarboné avec un surcoût, il est extrêmement important et structurant
Et donc cette stabilité ou cette capacité à donner de la visibilité à ceux qui investissent est extrêmement important. Mais le point clé, c'est qu'aujourd'hui, avec une tonne de carbone qui est basse, effectivement, c'est pas différenciant. Mais demain, avec une tonne de carbone beaucoup plus élevée, et puis soyons fous, avec un prix du gaz aussi encore plus élevé, donc on voit bien qu'en ce moment, voilà, la stabilité géopolitique n'assure pas des prix du gaz aussi bon marché quand même sur la durée. Voilà, donc par rapport à quoi comparons et à quelle échelle de temps, en fait. Pour le prix du gaz, on n'a pas de boule de cristal pour savoir quelles seront les prochaines crises, mais pour la trajectoire du prix du carbone, est-ce qu'on a des éléments peut-être? Est-ce que tendanciellement, ou est-ce que là, il y a déjà une hausse qui est programmée? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je vais faire très attention à ce que je dis quand même. Mais la tendance, si on veut globalement favoriser la décarbonation, c'est quand même que la tonne de carbone augmente. Voilà. Donc, après, il y a ce qui se fait, entre guillemets, naturellement, parce que c'est porté par une tendance. Et puis après, c'est ce qu'on pousse. Et c'est pour ça que toutes les régulations, tous les mécanismes qui sont mis en place par l'Europe et la France sont extrêmement structurants. Voilà. Mais on n'est pas tout seul. Il y a d'autres régions du monde qui font d'autres choix. Voilà. Merci, je vais prendre une autre intervention. Est-ce qu'en ligne, il n'y a pas d'intervention donc dans la salle? Est-ce que quelqu'un... Alors, monsieur... Non. Alors, monsieur, je vous passe la parole. Merci. Daniel Moutet, président de l'association Défense et Protection Littoral du Golfe de Fos. Avoir le projet qui va arriver par atterrage sur le môle central d'Ars 1, je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas en parallèle émis le projet sur terre de canalisation pour monter jusqu'en Allemagne. Je m'explique parce que il va y avoir des problèmes de passage de canalisation, d'endroits. Ça peut poser des problèmes d'où vont passer la canalisation, sur quelle ville, sur quelle... Et c'est un peu dommage de ne pas pouvoir le suivre en parallèle, parce que, admettons que cette étude soit favorable, tout ça arrive jusque sur le territoire de France, mais s'il n'y a pas le reste derrière, c'est un peu dommage de faire quelque chose et de ne pas arriver au bout. Donc moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas en parallèle l'étude sur terre du projet de canalisation qui monte jusqu'en Allemagne. Voilà. C'est vraiment bizarre que ça ne se fasse pas. On nous a mis tous les projets ensemble avec la haute tension et tous les projets en enquête publique, en débat public, et là, celui-là, on le dissocie véritablement du tracé jusqu'en Allemagne. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Et je demande à ce point-là qu'il soit peut-être revu par... Voilà. Merci. Merci. Alors ce projet auquel vous faites référence, c'est le projet HYPHEN, qui est porté par la société Natran. Peut-être que je peux peut-être vous laisser dire un mot sur le sujet. Est-ce que M. Bourissou, vous voudrez peut-être compléter après sur la concertation? Oui. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Najma Amada, chargée de concertation pour les projets qui sont portés par Natran. Donc là, sur la carte, effectivement, vous voyez différents projets. Alors, si Natran déjà est présent aujourd'hui, justement, c'est pour pouvoir rendre compte de l'articulation de ces différents projets qui s'inscrivent tous dans une logique d'ensemble, mais qui ont chacun leur propre objet, leur propre étude, leur propre calendrier, leur propre maîtrise d'ouvrage, leur propre emprise foncière, et qui, du coup, nécessitent des cadres de dialogue qui soient bien distincts. Donc, effectivement, Barmar, c'est le projet qui fait l'objet de la concertation du jour, qui s'inscrit dans le cadre de la construction d'un réseau, donc une construction progressive d'un réseau européen, comme HYPHEN, mais qui est un projet distinct et qui a son propre calendrier et qui fera l'objet d'une concertation cet automne. Donc je vous donne rendez-vous à l'occasion de cette concertation qui se met en place, pour lesquelles 4 garants ont été saisis, dont M. Bourissou ici présent, qui permet du coup la coordination entre ces différents objets et qui fera du coup l'objet d'une concertation dès cet automne sur 12 semaines. Il était aussi important pour nous d'être présents parce qu'on a aussi le projet Inframed, qui là du coup s'inscrit dans un cadre régional qui va permettre la connexion entre
la production, la consommation, mais aussi qui va assurer la liaison jusqu'aux capacités de production et de stockage dans le Val de Durance, qui a été inscrite à la liste principale du débat territorial, donc qui a déjà fait l'objet d'une concertation préalable et qui aujourd'hui fait l'objet d'une concertation continue pour laquelle des garants, dont Madame Sakakini ici présente, donc une concertation continue qui va faire l'objet d'un premier temps d'échange dans le Val de Durance à la fin du mois. Donc on a maintenant sur les aspects peut-être plus techniques en termes de périmètre. On a parlé de l'atterrage à Fos-sur-Mer qui va être en fait le point d'arrivée de la canalisation offshore, la canalisation sous-marine pour le projet Barmar, qui va du coup héberger des équipements qui vont permettre le comptage, la régulation, la maintenance des équipements de la canalisation offshore. Et sur une emprise foncière bien distincte, vous aurez Natran qui exploitera là du coup les équipements dédiés au projet Inframed et Hyphen et qui permettent du coup l'interconnexion avec le réseau terrestre. Donc on a différents projets qui sont interconnectés, qui se coordonnent techniquement parce qu'elles s'inscrivent tous dans le cadre d'un seul et même réseau sur une échelle européenne. Donc je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour parler d'Inframed et cet automne pour parler d'Hyphen. Et on est à votre disposition si vous avez des questions. J'entends tout à fait cette remarque et c'est vrai qu'on peut la partager dans le sens où les enjeux d'opportunité des deux projets sont les mêmes. Les éléments de cadrage, notamment les discussions sur les enjeux de maturité de filière, etc., sont posés qu'il s'agisse du projet Barmar ou du projet Hyphen. Le saucissonnage administratif et les éléments préalables à la saisine de la CNDP sur les différents projets font que, comme ça vient d'être expliqué, on peut le regretter, mais c'est séparé. Pourquoi, par contre, j'entends ce que vous dites, et ça sera bien évidemment repris pour la seconde concertation qui suivra donc semestre 2 sur le projet Hyphen. Premièrement, parce que si on dit que les enjeux d'opportunité sont les mêmes, ça veut dire qu'on va les réinterroger dans le cadre du projet Hyphen, bien évidemment, et que pour cela, on ne refera pas une discussion à blanc, mais on repartira des conclusions de la concertation Barmar pour essayer, depuis les enseignements de cette concertation, d'en tirer une discussion plus approfondie, permettant de se reconfronter à ces enjeux. Deuxièmement, c'est important, il y aura une inscription territoriale du projet très forte dès lors qu'on discutera d'Hyphen, puisque la remontée du sillon rhodanien fait qu'on va mettre en discussion les enjeux du territoire dès le point de jonction sur la ZIP de Fos. Dans ce cadre-là, vous sera proposé à la discussion un premier fuseau qui sera à un moment donné un objet de discussion en tant que tel et qui nous obligera là aussi à rediscuter des conditions d'atterrage du projet Barmar et de la jonction avec Hyphen. Donc j'entends tout à fait que ça ne simplifie pas les discussions et une compréhension globale d'un projet qui pourrait être pris depuis l'Espagne jusqu'à la Moselle ou jusqu'à l'Allemagne, mais on fera en sorte de vraiment trouver des continuités. Merci. J'ajoute que demain, nous proposons dans le cadre de la concertation 2 visites. Une première visite en bateau sur le golfe de Fos et une deuxième visite du site d'atterrage, donc le môle minéralier, qui permet justement aussi de voir un peu sur place comment ces différents projets vont aussi s'articuler, même si ce n'est pas la vision d'ensemble, c'est au contraire c'est la vision de terrain. Je crois, M. Lucchesi, que vous vouliez compléter sur un point qui a été cité, et ensuite je prendrai d'autres questions dans la salle. Oui, je voudrais compléter l'intervention de M. Moutet et de compléter la vôtre. Barmar ne peut pas exister sans Hyphen. Ça n'a aucun intérêt. Le président de la Chambre de commerce d'Arles a dit, pour la ligne THT, ce serait dommage d'avoir la ligne et pas les usines. Là, ce serait dommage d'avoir l'atterrage de Barmar et pas le tube qui monte. Donc moi, je pense qu'il est important de commencer à réfléchir sur des sujets qui sont proches de ce qui s'est passé sur le réseau d'énergie de la THT de RTE, c'est-à-dire une opposition territoriale très forte et la recherche d'un corridor de circulation de l'énergie qui ne tiennent pas compte des impératifs des maîtres d'ouvrage, mais des impératifs d'un territoire. Et donc, sur cette base-là, moi, j'insiste lourdement pour que dès cette concertation, et bien sûr dans la concertation d'Hyphen, l'idée de traverser ces territoires se fasse. Natran a un souvenir, ça ne s'appelait pas Natran d'ailleurs à l'époque, du projet Eridan qui s'est casser les dents, c'était du gaz, sur un problème de territoire. Donc la THT, malgré
l'intervention de notre président de la République qui parle de projet technique pour cette ligne n'empêchera pas des difficultés, et voire même ces difficultés accentueront les difficultés des autres. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas pertinent d'un point de vue industriel et énergétique, mais simplement, on ne peut pas simplement sur un schéma industriel. Il y a des gens qui vivent. Il y a, on parlait de vocation du grand débat. Il y a d'autres vocations que la vocation industrielle. Les gens ont bien entendu qu'il y a 30%, mais je vous trouve un peu optimiste, d'emplois en France dépendant de l'industrie. Il y en a 70% qui dépendent d'autre chose. Donc du coup, ça veut dire aussi que dans une région où l'agriculture, puisque ce territoire nourrit une bonne partie de la région PACA, le tourisme, puisque la première activité économique de PACA, c'est le tourisme, serait impacté par des activités. Alors c'est enterré, c'est super, mais la partie des travaux, et notamment l'emplacement des tubes, sachant qu'il y a aussi Inframed qui vient de Sisteron, de Manosque, et qui va arriver jusque-là, va traverser une zone qui s'appelle l'Accro, qui est la seule steppe de France, et sur lesquelles il y a des enjeux environnementaux et agricoles formidables. Donc j'insiste pour dire que dès maintenant, ce sujet du tube qui doit remonter vers l'Allemagne soit pris en compte sur ce sujet, ou sinon vous allez avoir une belle infrastructure d'atterrage qui servira à rien. Merci. Peut-être François Duyeux sur cet aspect d'interdépendance entre les projets Barmar et Hyphen. Qu'est-ce que l'on peut préciser? Oui, monsieur, je vous ai vu. Alors, effectivement, quand on regarde la carte, ça va dans une continuité. Et aujourd'hui, le projet, en tout cas, est dimensionné, effectivement, pour pouvoir remonter à l'Allemagne. La jonction, effectivement, les projets sont administrativement indépendants et effectivement, on a aujourd'hui 2 maîtres d'ouvrage différents. La question de dire est-ce que l'un peut aller sans l'autre, en tout cas, si, quelle que soit la raison, l'un des 2 projets devait être mis en cause, effectivement, ça re-questionnera à minima le dimensionnement des infrastructures, effectivement. Ça, c'est effectivement ce qu'on peut en dire. De là à dire qu'ils sont complètement liés, voilà, je pense qu'on a répondu sur la limitation administrative des deux tuyaux, l'un étant exclusivement en France, l'autre étant une interconnexion transfrontalière. Effectivement, ils font l'objet de 2 concertations distinctes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Alors, monsieur, je vous passe la parole. Bonsoir, Jean Garcia de l'association ADP-LGF. Moi, je souhaiterais que le tracé que l'on voit, la H2 Med-Barmar, soit bien détaillé au point de vue géologique et au point de vue géographique, de façon à ce qu'on sache exactement où passe ce projet et qu'il soit bien représenté au niveau, dans une cartographie à basse échelle, beaucoup plus évidente que celle que l'on peut voir sur les... et que ça apparaisse sur le dossier lui-même. C'est-à-dire que on puisse exactement savoir où passe ce cheminement. Voilà la demande. Merci. Alors c'est vrai qu'on a vraiment voulu se focaliser sur les questions industrielles ce soir, mais vous avez raison, on peut aussi parler des autres sujets, notamment de la localisation. Alors ça, c'est la localisation en général, et je vais laisser M. Bonnier répondre, mais j'entends bien que ce que vous attendez, c'est la suite, d'avoir plus de détails. Je passe la parole à Manuel Bonnier qui va vous expliquer justement les prochaines étapes. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Manuel Bonnier, je suis directeur des opérations pour Barmar. Sur le tracé, alors on n'avait pas présenté ce soir encore ce zoom-là, donc déjà pour préciser les choses. Vous voyez une partie en saumon là, qui est délimitée d'un trait rouge, c'est ce qu'on appelle le fuseau d'études. Donc pour arriver à ce fuseau d'études, et comment on identifie le tracé d'une canalisation comme Barmar, on part très large en se disant ok, on va aller de Barcelone à Marseille, puis progressivement par entonnoir, on avance dans les études et on réduit et on identifie progressivement l'endroit où c'est le plus pertinent de passer. Vous voyez, sur Barmar, par exemple, on a commencé par dire la plaine abyssale, plus de 2000 mètres de profondeur, des enjeux de pression, on ne pourra pas y aller techniquement. On a dit les canyons en Méditerranée, parce que tout le monde ici les connaît bien, beaucoup d'enjeux de stabilité, beaucoup de problèmes techniques, de biodiversité aussi, on évite. Les zones trop côtières, la bande côtière,
beaucoup d'usages, de co-usages, beaucoup de biodiversité dans les herbiers. On va essayer d'éviter au maximum. Et comme ça, progressivement, on commence à arriver à une aire d'études restreinte. Ensuite, on a regardé les autres porteurs de projets, dont les fermes d'éoliennes. On s'est entretenu avec eux et puis on a identifié qu'il y avait des enjeux de maintenance, de coactivité. Donc on arrive progressivement au fuseau qui est là. Vous dire le tracé exact aujourd'hui, on est un petit peu tôt encore. Parce que sinon, si on a déjà le tracé exact, si on sait tout, c'est plus la peine de poser des questions et de concerter. Donc on fait dans l'ordre, on réduit progressivement la zone. On est aujourd'hui sur ce fuseau d'études. Bien sûr, au sein de ce fuseau d'études, on a des premières idées de tracé. Et on va continuer, vous me demandiez Jean, c'est quoi la suite? La suite, c'est on va continuer à avoir des études environnementales qui sont en cours et qui courent encore jusque tout cet automne. On va avoir des campagnes en mer précises, géophysiques, géotechniques, pour bien voir la situation des fonds et du terrain partout sur le tracé. Et puis on va tenir compte aussi de ce qu'on va entendre et des questions qu'on va recueillir pendant cette phase de concertation pour continuer à affiner ce qu'on appelle la route, c'est-à-dire le tracé du projet. 2027, l'année prochaine, on sera amené à déposer des demandes d'autorisation pour le tracé. Et c'est un moment où là, on aura des choses très précises et qui seront partagées dans toute l'instruction du dossier, dans les enquêtes publiques, pour aller plus loin et plus précisément sur le tracé en lui-même. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Oui, monsieur, je viens vers vous. Je vous fais passer le micro. Merci. Alors, je crains de connaître votre réponse, mais je vais poser la question quand même. Je vois que vous avez situé les zones des projets éoliens, d'EOS et compagnie, dont certains sont en construction, d'autres sont en appel d'offres. Est-ce qu'il ne serait pas imaginable, avec le même bateau, de prendre un câble et de pouvoir faire un câble qui poserait d'un côté des tubes d'hydrogène et de l'autre côté des câbles, de manière à éviter la multiplication des tranchées et des projets? Alors bon, chez moi, à Marseille, on dit chacun sa mère, c'est un peu ce que vous m'avez répondu, mais en gros, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, parce qu'il y a quand même un acteur commun dans tout ça qui s'appelle l'État, il y en a un deuxième qui s'appelle l'Europe, qui finance fortement ce type de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des économies d'échelle et poser un tube d'hydrogène et un câble de courant continu dans les mêmes secteurs, en ayant une seule intervention et pas deux, pour pouvoir mailler notamment l'Espagne à Fos, ce qui permettrait une garantie de sécurité d'énergie pour Fos. Merci. Alors, il y a peut-être des micros devant. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser comme travaux? Là, je vais demander à mon collègue, mais il me semble que les câbles électriques et les canalisations, ça ne fait pas ménage. Donc, je vais lui passer le micro. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser comme travaux ou comme autres étapes, d'ailleurs? Bonjour, Caroline Delarmina, responsable de projet Natran sur le projet Barmar. Effectivement, on a un problème quand on a du parallélisme de câbles électriques et de canalisation du fait d'inductions électromagnétiques qui peuvent poser des problèmes, notamment sur la protection cathodique des canalisations. Et c'est quelque chose qu'on rencontre sur les canalisations terrestres. Donc on a beaucoup d'expérience sur ce genre de phénomène. Et d'ailleurs, on a des conventions d'études avec RTE dès lors qu'on a des parallélismes ou des ouvrages qui sont proches pour étudier ces influences de l'un sur l'autre. On peut avoir aussi des problématiques d'échauffement à proximité des câbles électriques qui vont avoir des influences sur la canalisation. Est-ce qu'on peut expliquer la protection cathodique? Qu'est-ce que c'est? Alors la protection cathodique, c'est des systèmes qui vont permettre à la canalisation, donc c'est des objets en acier, que ce soit en mer ou à terre, c'est le même principe, donc qui peuvent avoir tendance à se corroder, et c'est pour ça qu'on les protège de différentes manières, par un revêtement extérieur qui vient les protéger, qui vient en fait former une barrière étanche vis-à-vis du milieu, et aussi par un courant de protection cathodique qui va permettre de faire en sorte que en fait, l'acier ne soit pas dans une zone où il va pouvoir être sensible à la corrosion, c'est-à-dire qu'il est dans une zone de passivation.
Et on va avoir des anodes sacrificielles qui vont avoir tendance à se corroder dans un autre métal, qui vont se corroder plus facilement que l'acier. Et donc, c'est elles qui vont se corroder à la place de la canalisation. Et puis, pour répondre aussi sur la technique de pose, je ne suis pas très familière des techniques de pose des câbles électriques, mais je crois savoir quand même que c'est des câbles qui sont simplement déroulés depuis le bateau, alors que sur une canalisation sous-marine comme Barmar, on va avoir des tubes qui vont être assemblés, des tubes de 12 mètres qui vont être assemblés sur le bateau au fur et à mesure. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes moyens techniques pour la pose. Donc pour ces différentes raisons, ça paraît difficile de mutualiser ces poses. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas possible. Est-ce que par contre au niveau des études, il y a des mutualisations envisageables ? Alors, au niveau des études, effectivement, si on est sur des fuseaux d'études similaires, il y a un certain nombre d'études, des études de sol, des études environnementales qui vont pouvoir être réutilisées. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour le projet Barmar, puisqu'il y a de nombreuses études qui ont été réalisées sur les zones éoliennes en mer et même sur des zones beaucoup plus larges que celles qui sont actuellement définies. Donc, on a pu exploiter ces études d'un point de vue géophysique, d'un point de vue géotechnique, d'un point de vue environnemental, ce qui nous a permis d'adapter les études complémentaires qu'on fait uniquement sur les zones où on a vraiment besoin et sur les données qui étaient manquantes pour le développement du projet Barmar. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Sinon, moi, j'aurais quelques questions pour nos autres intervenants. Merci. Donc, je vais revenir ici. Donc, ce soir, on a aussi voulu donner la parole aux industriels, aux investisseurs qui portent des projets sur la zone industrielle au portuaire, et notamment aux porteurs de projets Gravity et Élise Énergie, et puis le Grand Port Maritime de Marseille-Fos qui agglomère tous ces projets, puisqu'ils ont une interface avec l'hydrogène comme molécule ou comme vecteur énergétique. Pour commencer, je voudrais donner la parole à Benjamin Perdreau de la société Gravity, peut-être pour nous rappeler d'abord qu'est-ce que vous allez produire à Fos-sur-Mer, quel est votre projet, et puis nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce site. Est-ce que je vais au pupitre ou je reste là ? Comme vous voulez. Non, mais on peut rester là aussi. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation pour présenter une nouvelle fois le projet Gravity. Donc, qu'est-ce qu'on va produire ? C'est ça, 2 millions de tonnes par an de fer briqueté à chaud. Donc, Jean, si vous voulez le faire passer. Je sors jamais sans mon HBI. Donc, ça, c'est ce qu'on va produire. Gravity, c'est quoi déjà pour resituer ? Gravity, donc, c'est une jeune entreprise industrielle qui a été créée en 2022 avec pour ambition d'apporter une solution clé en main aux aciéristes pour décarboner leur activité. Donc, on s'intéresse à réduire les impacts carbone de la sidérurgie, qui est un des secteurs industriels les plus difficiles à abattre, en bon anglais, hard to abate. Donc, c'est quand même un secteur assez complexe. Juste pour info, 1 tonne d'acier, c'est 2 tonnes de CO2. Au niveau mondial, la sidérurgie, c'est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Ce serait le 3e pays, si on le considérait comme un pays. Et donc, quand on regarde un peu la filière assez classique de la sidérurgie, 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'étape du haut fourneau. Le haut fourneau, on en a quelques-uns à Fos. Il y en a un deuxième qui va être relancé d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe dans un haut fourneau ? Le haut fourneau, vous faites réagir du minerai de fer, donc de l'oxyde de fer, avec du charbon. Donc, on a connu mieux en termes de CO2. Et donc Gravity, nous, on va remplacer cette étape-là. On va remplacer cette étape-là et au lieu de faire réagir le minerai de fer avec du charbon, nous, on va le faire réagir avec de l'hydrogène bas carbone. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et donc, nous, on va faire du fer que vous avez pu tenir dans votre main. Donc, c'est ce qui va sortir de notre produit. On fait réagir le minerai de fer avec de l'hydrogène et après, on le compresse. Et donc, ça, c'est un produit intermédiaire de la sidérurgie, de la filière sidérurgie. Et donc, on va, ce produit, le vendre à des sidérurgistes à l'échelle européenne. Donc, on a, par exemple, à côté de chez nous, on a un Marcegaglia qui est actionnaire d'ailleurs de Gravity
et donc qui a exprimé son intérêt pour son projet Mistral pour mettre de ces petites briquettes dans son futur four à arc électrique. Donc cette solution, ça va permettre de réduire de 90% l'empreinte carbone de l'acier. Gravity, avec 2 millions de tonnes de briquettes par an, permettra d'éviter 4 millions de tonnes équivalent CO2 par an, soit 5% des émissions industrielles françaises. Donc ça, c'est un peu Gravity. On aura donc 500 personnes sur site, il y a 2,5 milliards d'investissements qui sont prévus. On va déposer les autorisations à la mi-juillet, donc il reste encore un petit mois, et on cravache sur ce sujet-là. Donc ce qui veut dire des autorisations qu'on obtiendrait à la fin du premier trimestre, deuxième trimestre 2027, une décision finale d'investissement à la mi-2027, et des travaux qui arrivent sur la fin de l'année 2027, une phase de chantier de 2 ans, et donc un début du site en 2029 et une phase opérationnelle en 2030, pour que vous ayez un peu tous ces éléments-là. Et nous, on a fait le choix de la France, ce premier site. C'est le premier site à Fos-sur-Mer qui a été reconnu projet d'intérêt national majeur, grand projet stratégique. Nous, on a fait le choix de la France. La France, on a un mix électrique bas carbone, on a l'électricité quand même qui est compétitive et on a une électricité abondante. Donc on a fait ce choix de la France. Et après, on a fait le choix plus particulièrement de Fos. Fos, parce qu'on l'a déjà un peu répété, Marc l'a dit un peu tout à l'heure, dans les zones industrielles en France, il y a assez peu de foncier disponible. On a la chance qu'à Fos, il y ait du foncier disponible. On arrive dans un tissu industriel et encore plus sidérurgique pour permettre d'établir des synergies avec nos voisins. Et donc, lors de notre dernière concertation début février avec Marcegaglia et Neocarb, justement, on a annoncé cet accord de coopération pour trouver des synergies entre nous. On a toutes les connexions, on a un terminal minéralier par lequel va tout transiter notre minerai de fer ainsi que notre HBI. Donc aujourd'hui, pour Gravity, Fos, c'est le premier site. Mais après, il y a une volonté de dupliquer ça à l'échelle européenne parce que le marché de ces petites briquettes, à 2035, quand vous regardez les projections, pour accompagner la décarbonation de la sidérurgie, c'est 30 millions de tonnes de ces petites briquettes qui seront nécessaires. Donc nous, après, ça veut dire qu'une dizaine de Gravity pourraient voir le jour dans les prochaines années. Alors, vous allez utiliser de l'hydrogène renouvelable dans votre process. D'où est-ce qu'il va venir et est-ce qu'il pourrait venir à court ou à moyen ou à long terme d'H2Med? Donc le projet de Gravity commencera à tourner en 2029. Tout à l'heure, j'étais à l'écoute pour savoir un peu aussi le calendrier côté Barmar. 2032. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait pendant ce laps de temps, et ça veut dire que sur de l'hydrogène, on est complètement dépendant d'un autre projet. En financement de projet, si vous voulez attirer des investisseurs, ce n'est pas la bonne solution. Donc le choix qu'on a fait côté Gravity, et puis en plus au début de la réflexion, on n'était même pas au courant qu'il y avait ce sujet-là qui était en pleine réflexion. Donc Gravity, nous on va le faire en propre. On a fait le choix de disposer d'un parc d'électrolyseurs à peu près 700 MW sur notre site, et donc qui ferait à peu près 110 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Donc là, nous, il y a vraiment un intérêt pour nous, c'est d'être autonome sur le sujet de l'hydrogène pour ne pas être dépendant de d'autres et que notre business model fonctionne avec cet hydrogène qu'on produit en notre sein. Par contre, on n'est pas aveugle à ce qui se passe autour. On voit qu'il y a moult réflexions. On en a eu l'année dernière beaucoup de questions lors du débat global sur l'hydrogène et quel rôle pouvait jouer ce vecteur dans la transition énergétique. Et ça, d'avoir après des infrastructures qui sont à proximité de chez nous, on ne va pas passer à côté. Ça, clairement, en termes d'effacement, en termes de flexibilité, à terme, oui, ça pourrait être intéressant. On est sur un pic de consommation électrique parce que les gens rentrent chez eux, parce qu'ils rechargent leur voiture électrique. Donc, on va nous demander de lever le pied un peu sur notre consommation d'électricité, qui, en grande partie, sera dédiée à l'hydrogène sur notre site. Ouais, on pourra aller récupérer de l'hydrogène sur le réseau au lieu de le faire chez nous. Et donc, ça nous coûtera un peu moins cher. Donc là, vraiment, c'est aussi après d'un caractère opérationnel. Et tout site industriel adore avoir plus de flexibilité. Donc nous, notre scénario de base, c'est on est
autonome en hydrogène. Par contre, après, il y aura des coups de chaud, soit sur le marché d'électricité, soit en termes de disponibilité. Et là, Barmar et l'arrivée de différentes infrastructures liées à l'hydrogène dans la zone, ça nous intéresse parce que ça octroie une flexibilité supplémentaire. Merci. Je précise juste un terme, l'effacement dont vous avez parlé, c'est ce que vous avez décrit ensuite, c'est quand RTE, le gestionnaire du réseau, dit aux industriels « j'ai pas assez d'électricité pour tout le monde ». C'est ça. C'est souvent l'effacement, c'est quand il y a... Alors c'est plutôt en hiver, même si maintenant ça se diffuse un peu au travers de l'année parce qu'il y a de plus en plus de climatiseurs et qu'on utilise de plus en plus l'électricité, qui est levier numéro 1 d'un point de vue industriel pour décarboner leur activité. On demande aux industries de lever le pied en termes de production, de consommer moins. Parce qu'il y a d'autres priorités, il y a les hôpitaux à faire fonctionner, il y a d'autres éléments. Et on considère que les industriels peuvent être la marge de manœuvre pour pas que le système électrique craque. Merci. Alors je crois que M. Decour nous a rejoint en ligne, M. Decour de la société Élise Énergie. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Tout à fait. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter qu'est-ce qu'Élise Énergie? C'est une société encore assez jeune. Et puis ensuite nous expliquer quels sont les projets que vous portez. Alors forcément, du côté de Fos-sur-Mer, du Golfe de Fos, c'est ce qui nous intéresse en premier. Mais même tout le long du corridor H2M, ça peut être intéressant, donc en remontant dans la vallée du Rhône. Et puis peut-être pour conclure, nous dire qu'est-ce que ça change justement pour un industriel comme Élise Énergie d'être à proximité de ce type de réseau. Oui, bonsoir à tous et tout d'abord, pardon de ne pas être parmi vous ce soir. On a notre séminaire annuel et j'espère que la connexion vous permettra de bien m'entendre puisqu'on est dans les Cévennes. Donc, Élise Énergie, c'est une PME industrielle qui a été créée il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant, qui opère en France, en Espagne et au Portugal, avec, pour ceux qui connaissent Neocarb, un objectif, c'est de produire les carburants et les matières premières dont nous avons besoin en France et en Europe. Et donc, cette ambition, elle repose sur le développement de raffineries qu'on appelle, nous, des raffineries électriques, c'est-à-dire des raffineries sans pétrole qui remplacent le pétrole par l'électricité pour produire de l'hydrogène, qui combinent ensuite cet hydrogène avec du carbone qu'on va capter soit dans des fumées industrielles, soit dans la biomasse. Et puis ensuite, on combine l'hydrogène et le carbone pour produire du kérosène, pour produire du méthanol qui peut servir notamment dans les navires ou qui peut servir également de matière première dans des marchés existants de la chimie. Donc c'est ce type de projet que l'entreprise développe depuis un peu plus de 5 ans maintenant, en étant présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on développe à la fois des unités de production pour produire ces carburants, mais on travaille également sur la chaîne aval, c'est-à-dire sur le transport, sur le stockage de ces carburants, sur l'avitaillement des navires, des avions, et puis parfois sur la transformation de certaines de ces molécules dans d'autres molécules, et c'est notamment le cas à Fos-sur-Mer. Donc, pour redonner effectivement de la vision sur les différents projets qu'on porte, on porte sur Fos-sur-Mer le projet Neocarb qui se fait en 2 phases. Une première phase qui est une phase d'aménagement industriel avec du stockage et une capacité à livrer un certain nombre de clients en méthanol à partir de nos autres projets que je vais présenter dans un instant, qui sera suivi d'une 2e phase lors de laquelle on viendra produire du méthanol et transformer ce méthanol en kérosène pour répondre aux besoins des avions. Dans les autres projets qui sont importants, en particulier dans le cadre qui nous occupe ce soir, le projet le plus avancé de l'entreprise aujourd'hui se trouve en vallée du Rhône, à 50 km au sud de Lyon. C'est un projet de production de 150 000 tonnes d'iméthanol qui s'appelle EM Rhône, qui est en cours de développement. On est en train de finaliser l'obtention des autorisations qu'on attend dans les prochaines semaines, et on vise une décision finale d'investissement d'ici la fin d'année, c'est-à-dire un démarrage opérationnel de la construction d'ici 1 an, un peu moins d'1 an même, et ensuite une mise en service à horizon 2029. Donc on est sur le premier projet en termes de sortie de terre de l'entreprise. C'est un projet qui a un bord à Rhône, avec un stockage qui est chez un stockiste qui est juste à côté de notre site, TEPSA, et qui a vocation, pour une partie de la production, à redescendre le méthanol jusqu'à notre site à la plateforme de Neocarb Blog. Donc c'est la vocation pour venir
avitailler un certain nombre d'armateurs et de navires, que ce soit des porte-conteneurs ou des ferries, pour venir décarboner leur activité. On a également des projets en Espagne, et je pense notamment à un projet en Castille et Léon de 75 000 tonnes de méthanol avec une même logique, mais un calendrier un petit peu moins avancé. Et donc, vous comprenez que comme toutes les raffineries, d'une certaine manière, elles sont différentes dans leurs intrants, dans leur capacité à décarboner, dans leur capacité à venir produire local. On doit pouvoir combiner une production domestique, mais aussi, si les importations sont beaucoup plus compétitives, une capacité aussi à importer pour rester compétitif et pour éviter d'avoir des éléphants blancs, donc des usines qui seraient plus dans le marché, ne seraient plus en capacité. C'est pour ça que pour toutes nos unités, c'est vrai sur Neocarb, c'est vrai sur Emerson, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Portugal, on a toujours décidé de nous implanter sur les grandes autoroutes énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Et c'est le cas évidemment de Barmar, c'est le cas d'Aifen qui remonte, c'est le cas dans le CO2 de Rhône CO2 pour les projets de la vallée du Rhône, c'est vrai pour notre projet de l'axe sur le AISO, et c'est aussi le cas en Espagne et au Portugal. Et donc c'est évidemment la raison même de ma présence aujourd'hui. Pour nous, c'est un développement d'infrastructures qui est important parce qu'il apporte à nos parties prenantes, et notamment à nos parties prenantes financières qui s'engagent sur un temps long, la garantie que nos unités resteront viables dans la durée à mesure de leur développement. Que ces unités pourront avoir un accès physique à l'hydrogène qui peut être produit ailleurs, soit pour remplacer tout ou partie de notre propre production, si celle-ci ne devait pas être dans le marché, soit pour augmenter nos capacités à mesure que le marché se développe, parce que le marché de ce type de carburant émerge progressivement à mesure que la décarbonation se déploie, à mesure aussi qu'on comprend mieux les enjeux de souveraineté. Et donc c'est bien cette logique-là qui structure l'ensemble de notre stratégie de développement. Et l'analogie, elle est assez simple, c'est celle qu'on a pu connaître dans le pétrole ou dans le gaz naturel, notamment avec des infrastructures de GNL par le passé. Merci beaucoup. Restez en ligne, il y aura peut-être des questions qui s'adresseront aussi aux porteurs de projets, que ce soit Gravity ou Élise Énergie. François Dedieu, une question, vous nous avez dit un peu plus tôt, il y avait une question sur le sujet, sur le prix et la disponibilité de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le processus de dialogue entre les porteurs d'H2Med et les différents industriels qui vont soit à un bout produire l'hydrogène, soit à l'autre bout le consommer, qui donc font qu'il y a une utilité dans ce projet? Effectivement, nous, on est finalement un intermédiaire. On est un intermédiaire entre des producteurs et des consommateurs, et on met à disposition une canalisation pour qu'ils puissent utiliser cette infrastructure de transport pour transporter une molécule. On a régulièrement des phases de dialogue et de consultation avec le marché sur toute l'Europe pour s'assurer que les parties prenantes intéressées, donc à la fois consommateurs, traders, producteurs, puissent s'exprimer, puissent faire remonter leurs besoins, leurs volumes, et anticiper à la fois donc, le dimensionnement de la canalisation et surtout sa montée en régime. Parce qu'on l'a dit, effectivement, 2 millions de tonnes de capacité, et on le sait, on ne va pas remplir dès le démarrage ces 2 millions de tonnes. La filière va se mettre en place progressivement, et c'est aussi important pour nous de pouvoir suivre régulièrement l'avancée de la filière et de comprendre comment va s'opérer cette montée en régime, y compris pour le modèle économique du projet. Donc voilà, il y a déjà eu un appel à manifestation d'intérêt en 2024, dont les résultats ont été publiés et qui sont sur le site d'H2Med, sur lequel vous pouvez aller les consulter. On a refait un appel au marché fin 2025, début 2026. Pour le coup, les résultats un peu plus précis, ceux-là avec un peu plus de détails, n'ont pas été communiqués parce que ça, on rentre dans une partie du secret des affaires. Et puis on rentre maintenant dans une phase de dialogue un peu plus approfondie avec certains acteurs qui commencent à exprimer de l'intérêt pour pouvoir avancer sur les termes contractuels. Donc évidemment, c'est un travail continu qu'on fait avec les producteurs, les traders et les consommateurs qui commencent à travailler ensemble d'un bout à l'autre de la chaîne pour finalement utiliser cette infrastructure. Et peut-être pour revenir un peu sur la question du prix, parce que c'était la jonction, on voit aussi que l'économie et ce qu'on appelle le merit order, c'est-à-dire que l'ordre et la capacité à payer de chaque industrie est différente.
Aujourd'hui, en fonction des réglementations, qu'on soit une industrie chimique, une raffinerie ou un aciériste, le prix que l'on est prêt à payer notre hydrogène renouvelable n'est pas le même, parce que les contraintes réglementaires et les contraintes fiscales qui pèsent sur ces industries ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a des industries qui sont prêtes tout de suite à payer très cher leur hydrogène renouvelable et d'autres qui doivent attendre un peu plus longtemps, soit d'avoir un cadre réglementaire différent, des quotas carbone plus chers, des taxes, ou finalement un prix de l'hydrogène qui baisse pour pouvoir trouver la compétitivité. D'où aussi cette montée en régime progressif, puisqu'on a déjà des usages sur lesquels il y a un équilibre économique et d'autres sur lesquels ça viendra plus tard. Merci. Marc Lazaretto, on a compris qu'il y avait sur le territoire de Fosbert, il y a de la production d'hydrogène, il y a aussi de la consommation. Vous, dans tout ça, est-ce que vous avez un rôle pour organiser l'approvisionnement général du territoire en hydrogène? Est-ce qu'il y a une stratégie du Grand Port Maritime en la matière? Alors, je crois qu'on l'a bien entendu, il y a des besoins. Et ça, c'est le point peut-être essentiel. Il y a différents besoins, des besoins à venir. Benjamin nous a expliqué ce qu'il en est pour Gravity. Il y a d'autres projets qui auront besoin aussi d'hydrogène. Il y a des besoins existants. Quasiment, Anaïk nous a expliqué sur les raffineries qui vont devoir basculer vers du gris, vers le vert, si on joue avec le code couleur. Et il y a des projets de gens qui portent l'hydrogène. Donc nous, l'essentiel, c'est d'accompagner ces projets pour qu'ils se réalisent, parce qu'on a bien entendu aussi qu'ils ont des temporalités différentes, ils ont des conditions de marché différentes. Alors je vais être assez simple, le port est plutôt pragmatique, il est agnostique sur les modalités, et en fait ce qu'on cherche à faire, c'est accompagner les projets dans leur réalisation, dans la meilleure temporalité et dans l'intérêt général d'avoir cette filière hydrogène se développer sur la zone. Merci. Et Nicolas Mat, vous qui avez un rôle d'observateur un peu plus général, on l'a entendu dans l'intervention de M. Lucchesi un peu plus tôt, la filière hydrogène, parfois, elle a eu quelques difficultés ces dernières années. On l'a entendu aussi dans les médias. Comment se situent les projets, justement, dans le territoire de Fosbert? Alors, je ne parle pas des projets Gravity et Elys Energy dont on a déjà eu la présentation, mais globalement, est-ce que les différents projets qui ont été annoncés sont dans les temps? Est-ce que, d'ailleurs, par rapport au débat public qui a eu lieu l'année dernière, est-ce qu'il y a eu des avancées significatives sur ces projets, soit de production, soit de consommation d'hydrogène? Ouais, alors je pense qu'il faut raisonner en grande masse, parce que la vie d'un projet, c'est la vie d'un projet. Si on commence à tout remettre en suspens par le fait qu'on a un projet qui va prendre un peu plus de temps dans ses phases de mise en déclaration, etc., et d'autorisation. Donc ça, il y a un œil vigilant, effectivement, qui est donné par même le collectif, et au niveau du territoire, l'État, les services instructeurs, qui ont une vigilance très forte sur le fait que ce qui était annoncé arrive bien au moment escompté. Et on rappellera jamais assez aussi que, alors c'est pas jouer aux apprentis sorciers de faire du développement économique de cette nature-là, mais à un moment, on prend souvent le terme de la poule et l'œuf, il y a quand même un caractère entrepreneurial qu'il nous faut pouvoir retrouver et qu'il nous faut pouvoir assumer. Et parmi ces projets, vous avez des projets notamment d'infrastructure comme celui qui fait l'objet de la réunion de ce soir. Ce n'est pas un projet, certes, sans risque. Je pense que les maîtres d'ouvrage en sont pleinement conscients, mais ils le font en sondant, et François l'a rappelé, très régulièrement ce qu'est l'état d'avancement des besoins des acteurs qui vont produire, des acteurs qui vont consommer, de ceux qui développent aussi du stockage, parce qu'on en parlera, mais dans la photo d'ensemble, le stockage peut représenter aussi, en cavité saline notamment, un enjeu très très fort pour des aspects de flexibilité et d'optimisation même du coût. Donc là, il y a une part d'investissement dans des infrastructures un peu sans regret, de manière à mettre en place aussi ces écosystèmes, parce qu'on aurait pu parler aussi de l'écosystème de hub CO2, on aurait pu parler de hub de ferraille recyclée, on peut parler de hub de plastique, de recyclage chimique de plastique, de hub électrique, etc. Il y a énormément de choses qu'il faut faire, hélas, et parce qu'on n'en a pas le choix. J'ai parlé tout à l'heure de plusieurs leviers de décarbonation. Alors c'est bien d'en avoir plusieurs, mais on n'a pas le choix que de devoir chercher à les développer quasiment tous en même temps.
parce qu'on ne peut pas en essayer un pendant quelques années, se rendre compte qu'on n'est pas au rendez-vous en termes de décarbonation, puis activer le deuxième, etc. Donc là, il y a une forme de prise de risque et ça en appelle à déjà une vigilance de la part de l'ensemble des parties prenantes, mais de notre côté, à un caractère entrepreneurial qui est pris en charge par les acteurs industriels, les acteurs de réseau, et puis l'aménageur portuaire, et puis plus globalement l'État, je pense, sur le territoire, et les collectivités. Merci. Je vais redonner la parole à la salle, donc avec une nouvelle série de questions ou d'interventions, d'expressions d'avis. Est-ce qu'il y a des questions déjà? On m'a fait signe qu'il n'y en avait pas en ligne. Bon, Monsieur Lucchesi, je reviens vers vous. Vous avez bien raison. Deux points. Le premier, on parle beaucoup de décarbonation. Moi, je tiens à me préciser à Port-Saint-Louis que décarbonation n'égale pas dépollution. Donc ça veut dire que les problèmes de pollution de la zone de Fos ne sont pas réglés par la décarbonation. Il y a des raccourcis faciles sur le sujet. Je tenais à ce que ce soit au compte rendu et que ce soit bien noté. Et une question pour les producteurs d'hydrogène. Vous allez manipuler des produits. L'hydrogène a des capacités de fuite. Quelles sont les mesures que vous prendrez pour dépolluer ou éviter de rajouter de la pollution à la pollution actuellement existante? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle concerne toujours le prix. Donc, vous nous avez dit, Monsieur Perdreau, que vous aviez des bons contacts avec Marcegaglia, même des accords, et donc on peut imaginer qu'il y a un accord, je dirais, de prix, d'achat de votre DRI pour pouvoir. Mais est-ce que vous avez, vous et Neocarb, des clients? C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir l'expérience Carbone et Symbio, qui sont aussi des startups, bien financées par l'État pour qu'elles puissent vivre, se sont cassées la gueule parce que l'une n'avait pas de marché et l'autre, la concurrence mondiale, n'était pas favorable. Donc, comment vous allez pouvoir anticiper, sachant que, vous en avez parlé, l'Europe doit prendre des décisions qu'elle ne prend pas, donc ce qui va vous poser des problèmes. Donc quelle est la pérennité et quelle est la sécurité que vous avez d'avoir des clients? Le patron de Carbone parlait de panneaux solaires premium. Visiblement, les panneaux solaires premium payés plus cher n'ont intéressé personne. Donc est-ce que l'hydrogène vert premium va intéresser des industriels et quels sont les clients que vous avez? Alors peut-être pour répondre d'abord sur les questions des émissions ou des risques liés à la production d'hydrogène, peut-être soit Madame Juette-Jouen, soit Monsieur Perdreau, je ne sais pas. Et ensuite, on redonnera la parole à Monsieur Perdreau pour la deuxième partie sur le marché. Après, concernant, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais concernant la manipulation de l'hydrogène, oui, il y a des risques à maîtriser. C'est pour ça que je rappelais au départ que ce n'est pas non plus un produit nouveau, l'hydrogène. Voilà, donc il y a des risques, mais il y a des risques qui peuvent être maîtrisés. Voilà, c'est les savoir-faire qui existent aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'hydrogène, bien évidemment. Oui, je pense que ça fait partie des arguments d'implantation de ce type de projet aussi dans des zones de cette nature-là. Vous avez une culture des risques technologiques qui est déjà très présente, régie par ce qu'on appelle des PPRT, des plans de prévention des risques technologiques, donc encadrés encore une fois, NDREAL, ainsi de suite, auxquels les industriels sont très largement accoutumés, on va dire. Et on a notamment sur les projets qui ont été évoqués, tant Neocarb que Gravity, leur intégration dès l'amont, c'est-à-dire que ça fait des mois et des mois qu'on travaille avec eux, avec les industriels qui sont déjà présents, de manière à ce que les uns les autres comprennent davantage leur matrice de risque et puissent être déjà dans l'anticipation et non pas attendre le jour où il y a une inauguration de se dire tiens, ça aurait été intéressant qu'on soit un peu mis en commun. Enfin, mis en dialogue. Donc cette culture des risques, elle existe déjà, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Sur l'aspect qualité de l'air, l'hydrogène contribue malgré tout à une amélioration de la qualité de l'air sur certains aspects. Alors, soit sur la mobilité lourde, de par l'utilisation directe en substitution de carburant routier classique, soit sur des aspects industriels. Aujourd'hui, on utilise nous déjà de l'hydrogène, par exemple en co-combustion dans des fours, dans certains fours,
et ça nous évite de consommer en parallèle du gaz nat, et voilà, on peut avoir des améliorations au niveau du territoire sur la qualité de l'air, que ce soit en particules, en NOx, parfois sur certains aspects. Donc voilà, ça y contribue aussi, ça ne fait encore une fois pas tout, mais ça peut contribuer à une amélioration de la qualité de l'air qui, là, pour le coup, est un enjeu de très court terme pour les acteurs de ce territoire. Alors, sur les aspects de débouchés pour les industriels comme Gravity. Ouais, peut-être. Oula, je parle fort d'un coup. Juste pour revenir sur le sujet, pollution différente, décarbonation. Enfin, là-dessus, j'ai jamais assimilé les deux termes. Et c'est pour ça, en tous les cas, si je l'ai dit, j'aimerais bien avoir ce passage-là, mais on est bien conscient que les impacts sur l'environnement, de toute façon, c'est une approche holistique. Et effectivement, il y a plein de sujets à traiter. La décarbonation en est un parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que sur l'étude d'impact que vous aurez le plaisir de voir une fois que la complétude sera exprimée par la DREAL de notre DDAE, vous pourrez analyser en tous les cas l'ensemble des sujets qu'on a traités au travers de notre DDAE. Donc après, sur la pollution hydrogène, oui, il y a peut-être des enjeux. Le principal a été évoqué par Anaïk et par Nicolas, c'est le sujet risque. On est pas mal challengé, effectivement, dans l'établissement de notre étude de danger, que ce soit par la DREAL, par les SDIS, quels sont les différents dispositifs de sécurité qu'on va mettre en place pour éviter une fuite d'hydrogène. Donc, le sujet hydrogène n'est pas tellement lié sur le sujet de la pollution. Par contre, le risque, effectivement, ça, c'est un sujet qu'on traite avec beaucoup d'attention, que ce soit avec les discussions qu'on a déjà de longue date avec les services instructeurs, mais aussi avec, comme le disait Nicolas, on va rejoindre la plateforme économique PPRT FOSS-Ouest, justement pour partager des expériences entre industriels en termes de gestion des risques. Donc aujourd'hui, on a une étude de danger que vous verrez, et on arrivera aussi sur la fin de l'année avec ce qu'on appelle une ASOP, qui est, si vous voulez, une étude de danger un peu plus approfondie, où on regardera particulièrement les sujets liés à l'hydrogène. Sur ces volumes-là, on est quand même sur des choses assez nouvelles, donc il y a quand même des questions qui se posent en termes de gestion des risques, même si c'est des choses qu'on connaît depuis longue date, mais sur des volumes de la sorte. Voilà. Sur le sujet du marché, c'est une des conditions, nous, quand même, pour avoir la décision finale d'investissement. C'est quand même qu'on ait des clients, effectivement. Donc aujourd'hui, on a des lettres d'intention qui ont été signées, qui couvrent largement nos capacités de production, 2 millions de tonnes, mais lettre d'intention n'est pas marché, n'est pas contrat. Donc là, on discute, et ce que j'avais déjà dit en février, c'était lors de notre dernière réunion de concertation continue, c'est les enjeux de ce premier semestre. On est dans beaucoup de discussions d'un point de vue commercial. Notre directrice commerciale rencontre énormément de sidérurgistes européens. L'intérêt est là. La formule de prix qu'on leur propose leur semble assez cohérente et pertinente. Et donc maintenant, on est sur les derniers détails en termes de prix et de clauses contractuelles. Donc, ne vous inquiétez pas, dès qu'il y aura des premiers contrats qui seront signés, des accords sur des formules de prix, on vous tiendra au courant. Donc, n'hésitez pas à suivre notre LinkedIn et vous serez informés sur ces sujets-là. Sur le dernier point, effectivement, on a tous été un peu surpris par l'arrêt de carbone. Donc tout de suite, sur le sujet des subventions, publiques qu'on a pu toucher, effectivement, on a touché des subventions. Aujourd'hui, ce qu'on a touché en termes de subventions, c'est 15% à peu près, lié à France 2030. Le reste, c'est de l'investissement privé. Donc d'être gavé à l'argent public, 15%, je ne suis pas forcément sûr. Après, effectivement, on est déçu, en tous les cas, que ces projets de réindustrialisation en lien avec bas carbone aient jeté l'éponge durant ces dernières semaines. Après, en tous les cas, nous, côté Gravity, on est toujours confiants. On adresse des marchés qui sont bien différents. Côté carbone, pour prendre celui qui était notre ancien voisin du sud, de la Roubine, on est sur un écosystème qui est quand même bien différent. On essaye de faire revenir en Europe
une industrie qu'on a complètement lâchée en intégrant la chaîne de valeur. L'idée quand même de Carbone, c'était de repartir de zéro. Gravity, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, on vient se positionner sur une chaîne de valeur aujourd'hui qui n'a pas disparu de l'Europe. Et encore plus à Fos, puisqu'on a du Arcelor, à du Marcegaglia. Donc on est sur des conditions qui sont assez bien différentes. Aujourd'hui, l'appel des industriels de la sidérurgie au niveau européen pour protéger le marché a assez bien marché. Il y a des dispositifs, des garde-fous pour protéger les industriels de la sidérurgie qui ont été mis en place. Si ArcelorMittal a annoncé son four à arc électrique à Dunkerque, c'est bien que derrière, ils ont des conditions pour pouvoir être protégés de la concurrence chinoise. Donc là, on a, voilà, en tous les cas, juste sur ce point-là, et puis on pourra en reparler plus longuement, mais en tous les cas, on est déçu qu'un projet de réindustrialisation, de souveraineté industrielle comme Carbone ne voit pas le jour. Mais nous, de côté Gravity, on est toujours confiants parce qu'on voit bien la différence qu'il y a sur le marché entre nos deux projets. Merci. Je vais passer la parole à M. Moutet, sauf s'il y a d'autres personnes, parce que c'est pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui reprennent la parole, mais sinon, je suis très content de vous repasser la parole. Allez-y. S'il n'y a personne qui parle, j'en profite. Parce que ce qui vient d'être dit sur la sécurité et compagnie, sur toutes ces nouvelles implantations, il faut savoir quand même, je reviens à 10 jours en arrière, le 26 mai dernier, un camion se renverse sur la route et ça bloque complètement les routes autour de Fos. Ni les secours peuvent arriver en cas d'un pépin sur une usine actuelle et prochainement sur toutes les usines qui vont être implantées. Quid des routes? On n'a pas de contournement, on n'a rien. Si il se passe un incident, on est bloqué à Fos. Ni on pourra partir, ni on pourra rentrer. Et tout ça, je m'adresse à l'Adréal, ici présent, hein, quid des routes? Parce que tous les projets, là, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont ce que vous pouvez dire, mais sans les routes, je dirais non à tous ces projets. Parce qu'il y en a marre que nous, on vive à Fos et on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer, on ne peut rien faire. Donc, c'est bien beau les projets, mais sachez que s'il n'y a pas de route qui conséquente pour contourner Fos, qu'on puisse rentrer par un autre côté, eh bien, on dira non à tous ces projets. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'est évident que nous, on veut quand même pouvoir vivre, respirer et continuer à élever nos enfants. Voilà. Merci pour cette expression. Je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a du nouveau, en tout cas, à apporter au public sur les projets routiers dans le secteur ? Merci. Bonjour à toutes et tous. Sébastien Forest, directeur de l'Adréal Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc vos préoccupations sur les aspects routiers ont été largement exprimées l'an dernier au moment du débat public global sur la zone Fos et Tandberg. Ils ont été entendus par les pouvoirs publics puisqu'un certain nombre de décisions ont été prises l'an dernier pour permettre la réalisation d'un certain nombre de projets. Donc, le premier d'entre eux, le contournement de Martigues-Port-de-Bouc, a fait l'objet d'une convention de financement entre les différents partenaires financiers. Les procédures administratives sont longues pour tous les projets, que ce soit des projets privés ou des projets publics. Donc, en tant que maître d'ouvrage de ce projet, on est bien entendu tenu de respecter ces procédures. Nous devrions obtenir l'autorisation environnementale pour réaliser cette opération au mois de juillet, donc dans quelques jours. Ça ouvrira une période potentielle de recours administratif par rapport à la décision, c'est bien légitime. Nous travaillons sur les projets, les travaux préalables et les travaux, je dirais, de réalisation de ce projet devrait démarrer de façon consistante en 2027 pour une mise en service à l'horizon 2030. Donc par rapport au calendrier des projets,
c'est je dirais, à peu près dans le calendrier de la plupart des projets dont on a parlé au moment du débat. Vous indiquez aussi qu'il y a d'autres projets sur lesquels nous travaillons. Donc il y a quelques investissements ponctuels d'amélioration de la fluidité sur le territoire qui ont également fait l'objet de financement et d'accords de financement l'an dernier. Donc c'est des opérations un peu plus ponctuelles dont les procédures sont plus limitées et qui pourront également se mettre en œuvre d'ici 2030 dans le cadre du projet partenarial d'aménagement qui a fait l'objet de délibération de l'ensemble des partenaires également l'an dernier et qui amélioreront la fluidité sur certains points de congestion bien connus des usagers réguliers des routes de ce territoire. Et puis on a deux grands projets qui demanderont plus de temps, mais sur lesquels nous travaillons également. La liaison Fosse-Salon et le contournement autoroutier d'Arles qui permettront d'améliorer les conditions de circulation et d'accès à la zone industrielle-portuaire de Fosse et Tandberg. Voilà. Peut-être en complément également, donc Pierre Franc, délégué du préfet à la transformation de Fossberg, vous dire que suite au débat public global, on travaille avec la métropole, la région, le conseil départemental et le GPMM pour créer finalement les conditions favorables à la fois à l'accueil d'industries nouvelles, à la transformation de sites existants et à créer justement un cadre qui permette également aux citoyens de voir leur cadre de vie s'améliorer. Donc on a, et Sébastien Forest l'a indiqué, élaboré un projet partenarial d'aménagement qui a été délibéré par les 3 institutions que j'ai citées avant, les 3 collectivités plus le GPMM, qui va prochainement être signé et qui incorpore évidemment les projets routiers, mais pas seulement, également des projets d'équipement public. On pense par exemple à la rénovation de l'hôpital de Martigues, des projets d'amélioration de la distribution d'eau, qui est aussi un sujet quand même important, des projets autour du renforcement de l'offre de formation, des réflexions sur l'aménagement, les besoins en matière de logement. Donc c'est toute la zone qui doit évoluer dans une logique de rattrapage, parce que ce que vous soulignez, Monsieur Moutet, par rapport à la problématique de la desserte routière, elle n'est pas spécifiquement liée au projet nouveau qui arrive, c'est lié à l'existant. Donc il y a d'abord un besoin de rattrapage et en plus un besoin d'accompagnement de la transformation avec effectivement potentiellement de nouvelles usines, donc de nouveaux salariés, donc mécaniquement des déplacements nouveaux, mais ces déplacements devront aussi être organisés peut-être différemment de la manière dont ils sont organisés aujourd'hui. Donc voilà, c'est sur tout ça qu'aujourd'hui, collectivement, on travaille. L'exercice n'est pas simple, mais en tout cas, chaque jour, encore une fois, avec les partenaires de l'État, le GPMM et les collectivités, on essaye d'avancer projet par projet. Merci. Je veux quand même continuer parce que ces réponses ne me satisfont pas du tout. Martigues-Port-de-Bouc, c'est acquis. OK. Mais Martigues-Port-de-Bouc, tout le flux de circulation va revenir sur Fosse. Quid d'une explosion comme 2004? Je ne sais pas si vous avez su, parce que tout a été caché, mais le programme qui avait été fait sur l'usine Esso à l'époque, une explosion grandeur nature avec des morts et compagnie sur un bac, les derniers secours, ils sont arrivés à 11h du matin. L'incident s'est passé à 7h. Le blocage a été effectif à partir de 7h30. Les premiers secours sont arrivés, Fos-sur-Mer, Istres, mais le reste, Martigues, mais le reste terminé. Donc, moi, je parle franchement et je veux dire à tout le monde, et surtout ici où on est, c'est que pour l'instant, depuis 2004, il n'y a rien qui a été fait. Si ce n'est une amélioration du carrefour de la Fossette, on s'est foutu de nous, parce qu'avant, il y avait une passerelle, on passait beaucoup mieux. Aujourd'hui, on ne passe plus tous les matins et tous les soirs. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, surtout de la part de l'État. Je ne parle pas de l'Adréal, mais c'est l'État. On se fout de nous aujourd'hui. Et ça,
je le prouverai. Et je ne souhaite surtout pas qu'il arrive un incident sur une usine. Mais si ça arrive, vous serez les premiers visés, l'État, l'Adréal et compagnie. C'est vous qui serez les responsables de tout ça, parce que rien n'a été fait depuis 2004. Et ça, je peux en témoigner. J'étais à l'époque sur le bord de la route pour voir arriver les secours, au rond-point d'Esso. J'y étais, moi. Et quand on voit les derniers secours qui arrivent à 11h du matin avec des morts dans l'usine, eh bien on se dit, qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a mis un portail sur la route qui va la route du Grand Port Maritime de Marseille, un portail qui doit être fermé par la DDE, sauf qu'ils sont à l'Avera, la DDE, pour pouvoir fermer ce portail. Hein? Mais quid de la circulation, le flux tous les matins, tous les soirs qui arrive là, s'il y a encore un incident comme ça, un véritable incident, pas une simulation, un PPI. C'est ça, moi, que je veux dire à tout le monde là. Tous ces futurs industriels, on est bloqués à Fos. Aucun secours peut arriver. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver, un incident industriel. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci. On a bien entendu que votre prise de position portait notamment sur les problèmes d'accès routier en cas d'incident. Sur un thème qui n'est pas tout à fait celui-ci, mais on parle quand même de sécurité. Non. Mais bien sûr, non, mais c'est important pour le débat. Donc, je voulais juste préciser que dans 2 semaines, jour pour jour, ce sera lundi 22, on organisera un webinaire à propos de Barmar sur le sujet de la sécurité. Alors, c'est plutôt la sécurité liée au transport d'hydrogène et liée à la construction du projet. Ce n'est pas tout à fait le sujet que vous signalez, mais c'est quand même le sujet de la sécurité industrielle qui est important aussi. J'ai vu l'autre fois, moi je suis arrivé à 16h de l'après-midi sur Port-de-Bouc. J'ai mis une demi-heure pour rejoindre Fos-sur-Mer. Une demi-heure. Ouais, d'accord. Et c'était la fin de l'incident. Nous avons entendu. Oui, Monsieur Vera, juste un petit... Oui, attendez, Madame Richard Ferruggi, après je vous passe la parole. Je passe la parole à Madame Ferruggi. C'est juste je vous passe la parole. Complément d'information sur ce point-là, sur ces sujets. Là, je suis également garante sur la concertation continue du projet de liaison routière Fos-Salon. Et effectivement, il y avait des questions, y compris dans le débat sur les financements. Il y a une étude qui a été faite et une réunion publique est prévue. Alors, l'information vient de paraître, on pourra la diffuser. Le 22, alors c'est le 22 juin également, il y a malheureusement un conflit d'agenda à ce stade. Bien évidemment, en tant que garant, on sait bien que personne ne peut se dédoubler, donc on sera précautionneux qu'il devienne des comptes rendus sur les 2 sujets. En tout cas, sur le projet de liaison Fos-Salon, dans la suite des questions dans le débat, et dans la suite des demandes du public, il y avait la demande que dès que l'étude des financements était faite et que les décisions étaient prises par rapport à ça, et y compris sur le choix des variantes. Donc à ce titre, ça a pu avancer. Il a fallu attendre après les municipales que les nouvelles municipalités soient en place. En tout cas, on a recommandé, nous les garants, que ce soit le plus rapidement possible et avant l'été. Donc sont prévus le 22 juin une réunion publique, puis des ateliers territoriaux. Peut-être que tout le monde n'est pas concerné. En tout cas, n'hésitez pas. Je peux donner mon mail ou à l'Adréal qui relaiera aux personnes. Voilà, je me permets de transmettre cette information parce qu'on a bien conscience qu'il s'en accélérait, mais face aux demandes, en tout cas, les garants et l'Adréal a répondu en organisant rapidement, en tout cas là, cette réunion pour partager et échanger sur les suites sur le projet de liaison Fos-Salon, donc en particulier sur les scénarios de financement et les suites du projet. Merci. Excusez-moi, mais concrètement, pendant 6 ans, il ne se passera rien sur aucun projet routier dans cette zone aéroportuaire entre Martigues et Fos. Aucun. Il y aura des projets, bien sûr, mais concrètement, on n'aura aucun changement. Mais des sociétés vont s'implanter dans la zone aéroportuaire pendant cette période. Et je vois tout à l'heure, monsieur de Gravity a dit aux environs de 2028-2029. On peut s'implanter. Et il y a un autre projet qui est possible d'être implanté dans... Donc, il y a un surplus de circulation,
il y a un surplus de risque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces 6 ans, le risque, lui, va être multiplié par 2, minimum. Il faut le savoir. Et ce que vient de dire Daniel est tout à fait réaliste et tout à fait... on n'est pas conscient, en fait, au niveau État, gouvernement, de la situation. Il faut venir le matin entre le Port-de-Bouc et Fos, où vous avez tous les jours, et je les ai comptés moi, dans 1 heure, vous avez 450 camions qui passent dans 1 heure. Vous vous rendez compte ce que ça représente? 450 camions. Sur ces 450 camions, il y en a un qui, pour une fois, s'est renversé et a provoqué la situation que l'on a exposée. Je trouve que c'est lamentable de laisser les choses dans l'état, sachant que le risque est immense. Vraiment, c'est lamentable. On ne peut pas aujourd'hui, et nous on répète chaque fois les mêmes choses, mais on ne peut pas aujourd'hui prendre conscience de tout ça et faire que cette priorité-là est la plus importante dans l'aménagement du territoire de notre région. Voilà. Merci. Donc, en tout cas, le 22 juin, notez une réunion sur le sujet, parce que nous, on ne pourra pas vous répondre ce soir, mais je pense que le 22 juin, vous aurez sans doute plus d'éléments. On vous excusera pour le webinaire qui sera de toute façon disponible en replay. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, justement, je voulais vous présenter, avant de redonner la parole au garant, juste les suites de la concertation. Alors, on ne va pas faire tout l'agenda, mais donc pour vous rappeler que sur le site internet du projet, vous avez toujours le dossier de concertation et vous avez l'ensemble des documents. Depuis peu, nous avons aussi mis en ligne un modèle de cahier d'acteurs qui vous permettra justement, qui permettra aux associations, aux industriels, aux organisations de proposer un avis plus détaillé, plus argumenté. Vous retrouvez aussi sur le site internet de la concertation tous les éléments pratiques pour participer à la concertation et puis bien sûr le registre numérique où vous pouvez laisser vos avis et vos questions. En ce qui concerne... Ah pardon, oui, allez-y, allez-y. En ce qui concerne l'agenda de la concertation, donc on est dans les Bouches-du-Rhône pendant 3 jours. On sera demain, donc on va proposer 2 visites demain. Il reste encore quelques places, pas énormément, mais il en reste quelques-unes. Le matin, pour faire une visite en bateau du golfe de Fos, qui permettra justement à la fois de bien voir le futur site d'atterrage et les enjeux dans le golfe de Fos, les enjeux de biodiversité, de pêche. Et ensuite, l'après-midi, donc rendez-vous à 15h à Fos, au centre-ville de la Fossette, pour le point de départ en bus. On ira voir justement un peu le même site, mais de l'autre côté, par la terre, puisqu'on va aller visiter le futur site d'atterrage. Ça, c'est pour demain. Le surlendemain, non pas du tout le surlendemain, c'est le 17 juin, pardon, c'est la semaine prochaine. Il y aura une réunion publique, la réunion publique intermédiaire pour faire un premier bilan à mi-parcours de la concertation qui se déroulera à Canet-en-Roussillon et qui sera retransmis en direct. Et puis, dans 2 semaines, comme je vous le disais, un premier webinaire sur la sécurité et un deuxième webinaire dont on va très prochainement déterminer le contenu qui est lié justement à ce qui s'est dit déjà dans les premières semaines. Et on reviendra sur ce territoire le 6 juillet pour la réunion publique de clôture à Fos-sur-Mer. Donc ce sera le 6 juillet, avant la clôture des registres, le 12 juillet. Je laisse maintenant la parole à nos garants pour quelques mots de conclusion de cette réunion. Oui, merci. Quelques mots vraiment concentrés sur cet agenda, avant de laisser la parole à Audrey sur des enjeux aussi qui font passerelle avec la concertation continue du débat territorial. Peut-être à préciser que, comme d'habitude, vous en êtes connaisseurs certainement, mais sont attendues vos questions en ligne, vos contributions, pour que ça puisse alimenter, bien sûr, les échanges et bien sûr aussi notre compte-rendu à la fin. Tout ce que vous mettez en ligne est pris en compte pour la rédaction du bilan de la concertation. C'est donc pour nous essentiel qu'il puisse y avoir des approfondissements, des retours d'avis sous cette forme-là. Par ailleurs, a été mis à la disposition des organisations un gabarit de cahier d'acteurs, comme vous le connaissez, pour les débats publics habituellement utilisés. Là aussi, vous êtes attendus éventuellement sur des contributions de type cahier d'acteurs, sachant que souvent on essaye de s'appuyer sur les organisations qui proposent des cahiers d'acteurs lors des temps que sont les réunions d'intermédiaires ou les temps de clôture, quand on fait synthèse ou approfondissement sur des sujets porteurs d'enjeux.
Ces 2 réunions-là seront justement des temps d'approfondissement. Vous avez vu qu'il y a aussi un webinaire dont on ne connaît pas encore les sujets, mais qui permettra d'aller plus loin sur les problématiques les plus abordées. Donc le plus il y a de la participation en amont sur ces sujets qui sont aujourd'hui questionnants pour vous, ou sur lesquels vous exprimez, tels qu'ils soient, et le mieux, on peut aussi les remettre au pot de ces rendez-vous. Enfin, on parle beaucoup, et c'est normal aujourd'hui, de la situation du projet à l'échelle du golfe de Fos, beaucoup moins à l'échelle déjà du golfe de Lion, mais alors pas du tout à l'échelle finalement de la façade méditerranéenne qui fait qu'on parle bien de Barcelone-Marseille. Il y a une simultanéité des concertations. Il y a une concertation en ce moment en Espagne sur le projet. Aujourd'hui, on n'en a pas dit un mot, mais c'est bien sûr pour nous important. Et ces temps de réunion intermédiaire comme de synthèse seront aussi des temps passerelles pour évoquer les sujets porteurs d'enjeux pour les Espagnols et voir comment ils sont traités de ce côté-là de la frontière, afin que ça soit aussi intégré, bien sûr, dans le bilan. Voilà. Audrey, je te laisse la parole. Oui, très rapidement, il se fait tard. Revenir, voilà, en introduction, on l'a dit, un des enjeux de cette réunion, c'était bien de resituer le projet vis-à-vis de l'écosystème, vis-à-vis de questions plus larges. On le voit, des questions sont ressorties, d'interdépendance entre les projets, on le voit. C'était des demandes fortes du public qui étaient à l'origine du débat global, qui se poursuit aujourd'hui dans la concertation continue globale. Donc évidemment, du point de vue des garants, on ne peut que remercier pour les informations complémentaires qui ont été apportées aujourd'hui à l'échelle des projets ou de projets plus singuliers, avec toujours la difficulté évidemment de rentrer dans les projets et d'avoir cette échelle globale. Merci également pour les questions, l'ensemble des questions très riches. Comme l'a dit Mathias, il y a de nombreuses questions et le défi qui a été reposé, c'est bien d'articuler aussi cet ensemble. Donc bien évidemment, les garants sont là pour faire des recommandations dans ce sens. On l'a dit, donc n'hésitez pas à nous contacter également, où tout retour est bienvenu. On l'a dit, ça avance sur Fos Salon, il y a une réunion qui est prévue. Valérie Sakakini qui était ici, Michel Guéraud en ligne, il y a une réunion prévue à la fin du mois, ça a été rappelé sur les projets hydrogène. En tout cas, on garde cette vigilance par rapport aux enjeux également et aux questions récurrentes et fortes à la fois d'articulation, de lien entre les projets, mais bien entendu d'inscription dans les territoires des projets en lien avec les projets d'infrastructure, non pas de projets industriels, mais d'infrastructure, d'accompagnement de ces projets. Donc merci en tout cas pour cette réunion où les échanges ont été riches et à suivre dans les prochains temps à venir ce mois-ci et dans la suite également pour la concertation continue globale qui est portée par l'État. Merci à toutes et tous et on peut poursuivre les échanges autour de quelques boissons fraîches tout de suite. Merci, bonne soirée.